On y va? 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier et nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq Alan, le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Effectivement, Eric. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous recevons Mélanie Piché, Oui, une technicienne en santé animale, TSA. qui, moi, j'ai croisé dans mon parcours de mobile, Oui. dans une clinique où je vais, une technicienne que je ne connaissais pas, mais à force d'échanger avec elle, qui a un parcours vraiment intéressant, un peu atypique aussi. On s'est promené, là, tu sais, qu'avant d'être TSA, faisait quoi déjà? Non, mais pas un piège. Elle a été beaucoup impliquée, entre autres, là, dans le combat contre les usines à chiots. Oui. Elle a même fait partie d'un reportage. Donc, elle nous parle un peu de cette expérience-là. Puis on parle aussi de celles qui sont devenues techniciennes en ayant de l'expérience, en ayant un peu la clause grand-père. Donc, on parle de cette réalité-là, puis on parle un peu de la réalité des techniciennes d'aujourd'hui. Ce que tu veux dire, c'est par rapport à comparer aux techniciens et techniciennes qui passent par les cégeps pour faire une technique en santé animale ou une TSA. Absolument. Donc, elle n'a pas le titre de TSA, c'est ça? Où elle a fait le processus pour être reconnue? Oui, ça? On parle justement de la reconnaissance des acquis. Puis des équivalences. Puis... Exactement. Donc, on parle de ça. Puis Mélanie, elle était, au moment où moi je l'ai rencontrée, elle était en transition. Réorientation. Exactement. Donc, elle avait la passion aussi de l'histoire. Oui. Et là, qu'on a commune aussi. Parce que Absolument. Et là, justement, j'apprenais récemment qu'elle avait fini sa première session dans une grève, justement pour rester intemporel. On est en pleine grève du secteur public. Et donc, on parle avec elle justement de notre passion commune à trois de l'histoire. On fait référence à quelques éléments intéressants de l'histoire puis de son impact. Et nous, on en parle souvent ensemble de comment la science et plus particulièrement comment la médecine se construit avec des essais-erreurs. Puis donc, on aborde ce sujet-là. Puis on reparle même un petit peu de l'épisode de Michel Pepin aussi, qu'on parlait beaucoup d'histoire, tout ça. Exactement. Et toi, tu nous présentes... On parle des phobies, je pense. Il y a un bout où est-ce que... Tu nous présentes des phobies. C'est assez intéressant de voir des phobies qui sont peut-être un peu moins usuelles, qui sont un peu cocasses. Pourquoi j'étais tombé là-dessus juste quelques jours avant l'enregistrement de cet épisode-là, mais je trouvais ça intéressant. On aime bien ça, faire un petit peu d'étymologie ou de lien. Mais surtout, dans cet épisode-là, on parle d'un élément important, c'est-à-dire les animaux vieillissants. Donc, elle, au moment où elle est venue, elle avait Molly, sa vieille chienne, que moi, j'ai échographiée, puis on a abordé ça parce que toi et moi, on a eu aussi des animaux avec des problèmes de santé, puis on parle un peu justement... Tout le monde qui a des animaux, éventuellement, ont des animaux vieillissants. À moins que ce soit un éléphant que vous adoptiez. Ou un gris d'Afrique. Oui, ou un perroquet à très longue longévité. Oui, ou une tortue de Galapagos, là. Qu'il faudra mettre le testament. Mais donc, on parle de ça, puis des fois, du jugement parfois que les gens vont avoir pour les adoptants qui dépensent beaucoup pour les soins de fin de vie de leurs animaux. Puis de moment de prendre la décision. À quel moment on décide que c'est la fin, de pas aller vers l'acharnement. Donc, c'est une discussion vraiment intéressante, puis auquel nous, en tout cas, moi, j'ai eu à faire face aussi dans le passé à réfléchir. Fait que je trouve que c'est un élément qui est intéressant aussi pour les gens qui, à la maison, ont des animaux, qui sont peut-être pas dans le domaine, puis qui se posent cette question-là, qu'on aborde un peu la fin de vie, puis les problèmes cognitifs, puis toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Là, tu dis le mot cognitif, puis ça me fait penser au fait que, bon, rien n'arrive sans rien, et puis pour pouvoir faire ces épisodes-là, puis enregistrer dans les magnifiques studios de Machine 4771 à Sainte-Thérèse, la belle, ça prend des sous. Ça prend des sous, et puis on a la chance d'avoir un partenaire financier qui nous suit un peu à travers les dernières saisons, et j'ai nommé PVD, Purina Veterinary Diets, ou Purina, pour les gens qui connaissent. Qu'on remercie vraiment d'être un partenaire fidèle. On remercie du cœur, mais on parle du cerveau, dans le sens où ils ont une nourriture, d'ailleurs, qui s'appelle la NeuroCare de PVD. Donc, spécifiquement pour à la fois pour l'épilepsie, je pense, puis les troubles cognitifs. Puis bon, c'est pas mon domaine. Là, moi, je travaille plus dans le cancer, mais on sait que l'épilepsie, quand même, est une maladie fréquente chez le chien. Puis il y a des médicaments anticonvulsivants qui vont être utilisés. La qualité de vie de ces chiens-là, puis des propriétaires, souvent d'avoir un chien qu'on stresse quand sa prochaine crise, ça peut être affecté négativement. Puis oui, il y a des traitements qui existent, mais la nourriture NeuroCare, le but de cette nourriture-là, je pense, c'était de réduire la fréquence et la sévérité des crises aussi. Puis
là, je regardais ça rapidement, là, ça contient des triglycérides à chaîne moyenne qui apparemment favorisent une approche cétogène bénéfique, en plus d'avoir leur propre mécanisme d'action contre l'épilepsie. Ça aiderait au contrôle des crises, là, selon ce que je comprends, en diminuant la neurotransmission excitatrice. Un peu comme si on faisait lever le pied de l'accélérateur aux cellules dans le cerveau, finalement. Complémentant ici, les médicaments qui, eux, font l'inverse, mettent le frein, un effet inhibiteur. Donc, quand on lève le pied de l'accélérateur en plus qu'on met le frein, on va ralentir plus vite. Donc, moins de risques. Parce que je conseille à personne de faire ça dans leur auto, de peser sur l'accélérateur et le frein en même temps. Ils vont faire beaucoup de boucan. Oui, puis ça use les freins et les disques pour rien. Donc, en plus, les triglycérides à chaîne moyenne apporteraient une source d'énergie aux cellules du cerveau et diminueraient leur agonie, donc leur mort préprogrammée, finalement. Ça les maintient en santé. Donc, ça ralentit la dysfonction cognitive. Donc, c'est le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis parce que peut-être pour les gens à la maison qui ne le savent pas, mais le cerveau, en gros, c'est essentiellement des lipides. Là, oui, mais c'est des cellules avec des lipides. Puis évidemment, comme les autres cellules du corps, il y en a qui meurent à tous les jours. Puis les chiens, on va voir de la sélénité approcher. C'est pas évident. Chez les humains, on va le voir dans le langage, la mémoire, la reconnaissance de certaines choses. Chez les chiens, mais des fois, c'est des oublis de propreté, des changements de comportement. Ils dorment plus le jour, ils sont plus réveillés la nuit. Ils ont l'air mélangés un peu. Mais donc, ces nourritures-là vont réduire un peu ça. En fait, ces nourritures-là, la NeuroCare de PVD, qu'on remercie donc PVD. Puis il y a d'autres ajouts là-dedans, des acides gras essentiels qui appuient la structure des fonctions cérébrales, réduisent l'inflammation, etc. Vitamine D qui aide au maintien de l'ADN en santé. Puis des antioxydants pour réduire le stress oxydatif. Donc, merci à PVD, Purina Veterinary Diets. La NeuroCare, moi, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai pas utilisée, mais c'est une nourriture qui a, encore une fois, de la recherche à l'appui. C'est intéressant, c'est quelque chose qui s'ajoute dans l'arsenal pour les chiens quand ils sont exactement. Dans le grand âge. C'est ça, parce quand ils deviennent seniors, parce qu'on n'aime pas dire gériatrique. Pourquoi ça fait peur? Je sais pas. Ça sonne comme si je bois. Parce que le gériatre, c'est le médecin. Le âtre des géris. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'on parle un petit peu de ça dans l'épisode. Donc, écoutez l'épisode et d'ailleurs, écoutez les autres aussi. Puis, on remercie donc Mélanie Piché de s'être déplacée, d'être venue passer une belle heure avec nous. En fait, je ne sais pas si c'était belle pour elle, mais elle l'était pour nous. On a eu beaucoup de plaisir. On avait un animal sur le plateau. Effectivement. Elle avait amené sa chienne, sa plus jeune chienne. Oui, qui ressemblerait à une loutre, puis un lien même avec ce qu'on décapsule dans cet épisode. Puis je termine juste avant qu'on lance le générique en disant que c'est un des derniers épisodes, dans les quelques épisodes qui nous restaient avec Dan. Avec Daniel. Avec Daniel Gagnon. Donc, un petit pensée pour Dan. On salue encore d'ici bas. Parce qu'on revisait tantôt les images, puis en le voyant, une pensée pour lui de tout ce travail-là. Oui, donc salut Daniel, merci à Mélanie, merci à Purina, merci à toi Eric. Merci à toi Louis-Philippe. Merci à tout le monde en studio et merci à vous les éditeurs. De nous suivre, d'être au rendez-vous. Cliquez, abonnez-vous. Et est-ce que ce serait le temps de lancer le petit chant du coq? C'est là que je dirais au coq puis à l'âne, oui, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y! J'attendais de voir qu'est-ce que tu allais faire cette fois-ci comme bruit. Ouais, comme bruit d'introduction. Un bruit. Je ne sais pas. Écoute, bonjour à tous et toutes. Comment vas-tu, mon cinéphile docteur de l'oreille? Cynophile? Sino, t'as raison. Mais oui, je sais pas si la caméra montre ça, là, mais j'ai un compagnon temporaire. Une compagne temporaire. Compagnonne. Ah, pas bien, hein? Une compagne temporaire sur le genou qui s'appelle Leia. Hein, comme dans Princesse Leia. Oui. Et qui accompagne. Leia Organa. Et qui accompagne, Eric. Qui accompagne Mélanie Piché. Bonjour, Mélanie. Du jour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. De venir passer du temps avec nous.
puis d'avoir amené Léa. On est dans un thème Star Wars. C'est incroyable. En cette journée du 13 mai 2023. Ouais. Un samedi de mai 2023, très ensoleillé. En tout cas, je ne sais pas s'il faisait encore soleil tout à l'heure. Puis on enregistre, comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, on enregistre plusieurs la même journée. On brise la magie un peu. On brise un peu la magie quand on dit ça, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a notre premier invité qui vous avez peut-être déjà écouté ou pas, l'épisode qui était Dr Nicolas Hamelin, qui est maintenant médecin humain, mais qui était vétérinaire auparavant. Lui, sa plaque, on ne dira pas exactement c'est quoi, mais c'est une plaque personnalisée, qu'il a choisi des lettres qui disent finalement un peu que ça a un lien avec Star Wars. Notre deuxième invité tout à l'heure, qui était Dr Marion Desmarcheliers, qui est sa poule, qu'elle nous avait apporté une photo qui s'appelle Dooku. Oui. Et moi, au début, je pensais que c'était Dooku, parce que Marion est en français, mais non, c'est Dooku, comme le comte Dooku dans Star Wars. Et puis là, moi, j'ai sur moi Leia, comme dans Princesse Leia. Donc, c'est vraiment 3 invités qui, les 3, visiblement, aiment Star Wars. Absolument. Et puis, ça nous rejoint aussi, parce qu'on est un petit peu des nerds. Des fans de Star Wars. Fans. Mais, donc, Léa, qui a quel âge? Elle va avoir 3 ans le 1er juillet. Puis c'est une race qu'on voit peut-être moins souvent. Effectivement. Mais elle était contente que moi, je reconnaisse c'est quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a les gens pensent que c'est des petits bâtards. C'est un petit chien à poil dur qui est le Border Terrier. Puis c'est une race, sûrement qui a une longue histoire anglaise. Là, puis, écossaise. Qui vient de la région des Borders. D'où le nom. Je me disais, ça doit venir de la limite. Oui, qui est la limite Écosse-Royaume-Uni. Puis dans le fond, c'est la même chose pour les Border Collie. Donc, ils viennent de la même région. Border Collie qui n'a rien à voir avec le collie ordinaire. En tout cas, génétiquement, parce qu'ils n'ont pas la mutation du gène MDR1. Et qu'on en apprend ce podcast-là. Puis moi, je disais tout à l'heure, viens ici, Léa. Tu vas nous montrer. Fais-nous un sourire. Parce que là, ce que je viens d'apprendre, ça, je savais pas ça, c'est qu'un des critères de la race, c'est quand on regarde la tête de côté, ça ressemble à une tête de ceux qui peuvent essayer de réfléchir avant qu'on le dise. Il y a un animal qui... Une fois qu'on le sait, c'est fascinant, en fait. Une fois qu'on le sait, c'est ça. Ouais. Ça ressemble à une tête de loutre. Oui, avec le front qui descend un peu. Puis elle se laisse faire, elle me regarde comme... Oui, comme genre, qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu veux me montrer mon profil. Fait que tu sais, la profil de loutre... Ouais. Puis loutre de rivière ou loutre... ça, c'est pas spécifié. Loutra canadensis ou... Loutra... Là, c'est loutra. C'est loutra. Tout ça pour dire que, donc, c'est une belle petite... un beau petit chien, puis qu'on voyait d'ailleurs dans le film, il y a quelque chose... No, Marie, un je ne sais quoi. Oui, Marie, un je ne sais quoi. Puis tu faisais référence aussi aux canines des terriers. Oui, c'est ça que je voulais montrer. Je ne sais pas si on peut remontrer encore la caméra. Oui. Parce que moi, comme vétérinaire, j'ouvre des bouches tout le temps, parce que je ne fais pas juste des touchés rectaux. Là, je regarde l'autre bout aussi. Puis quand on regarde la bouche d'un terrier, ce qui, moi, m'a toujours impressionné, c'est la grosseur de leurs canines. Ouais. Donc, les dents, tu sais, les canines qui sont faites pour tuer, dans le fond. Là, qui sont en fonction de leur rôle. Je pense que oui, parce qu'ils vont dans les terriers, puis des fois, il y a des terriers qui sont faits pour aller dans le terrier pour attraper soit peut-être des lapins, mais il y en a qui sont faits pour attraper les blaireaux. Puis, tu sais, à un moment donné, ça prend des dents quand tu te bats contre d'autres prédateurs, dans le fond. Fait que fais encore un sourire. Elle est moins contente, on dirait. Là. Mais quand même, c'est impressionnant. Parce qu'on compare, mettons, la grosseur des canines des petits terriers, des fois, tu peux sauter si tu veux te tétaner, les gars. Puis avec, par exemple, un boxer, qui est un chien beaucoup plus gros, qui a des canines. Souvent, les boxers ont des tout petites canines. En tout cas, c'est un petit point comme ça d'anatomie. Tu faisais référence que c'est probablement pour leur fonction initiale, mais justement, tu disais qu'elle met en valeur ses talents de terrier là, récemment. Oui, on a commencé des cours de sport ratier. Okay. Donc, le sport ratier, en fait, ça consiste à trouver parmi des balles de foin des tubes de PVC qui contiennent des rats, en fait. Donc, il y a aussi des tubes, des fois, qui vont contenir de la litière, puis il va y avoir des tubes vides, un peu pour leurrer le chien. Puis ça, c'est de l'entraînement, évidemment, là? Oui, c'est ça. Là, on est dans les cours, puis éventuellement, il nous reste 2 cours. Après, on va faire des compétitions là, durant l'été. Là, donc, mais c'est des vrais rats qu'il y a dans les tubes? C'est des vrais rats. Moi, comme j'aime beaucoup les animaux, j'ai longtemps hésité à faire ce sport-là, parce que je me disais, oh mon Dieu, pauvre rat, c'est traumatisant. Puis finalement, on a fait un cours d'initiation où les gens là-bas nous ont expliqué que justement, les rats, ils étaient désensibilisés. Donc, ils n'ont pas peur des chiens. Puis je l'ai vu, là, tu sais, les rats, le chien approche, puis ils vont sentir, tu sais, ils ne crient pas, ils ne cherchent pas à s'enfuir. Puis après, quand ils sont dans les tubes, là, naturellement, il y a des trous pour qu'ils puissent respirer, mais on ne les voit pas. Mais ce que les entraîneurs vont dire, c'est que les rats, ils rentrent par eux-mêmes là, dans les tubes. Là. Donc, pour eux, c'est comme un jeu parce qu'ils vont avoir des friandises, tout ça. Puis, dans le fond, le but, c'est vraiment juste que le chien détecte le tube. Une fois qu'il a trouvé le tube, on retire le chien. Là, le but, c'est pas que le chien essaie de croquer le rat à travers du tube. C'est un peu comme un humain qui veut aller nager avec les requins blancs en Afrique du Sud dans une cage de métal, juste pour le fun. Voir juste pour le fun. Non, mais ça, par contre, ça met vraiment...
ses instincts L'instinct primaire du chien. En valeur. Oui, absolument. Puis en fait, c'est sûr, bon, les terriers ils ont peut-être une petite coche de supériorité parce qu'ils ont été développés, conçus pour justement chasser, entre autres, la vermine, tout ça. Mais n'importe quelle race de chien peut participer au sport rati. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis tous les chiens vont utiliser leur odorat dans plusieurs contextes. Donc, dans le fond, le but, c'est de faire travailler le chien par son flair. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun comme sport. Là. Fait que c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis, donc, tu me disais que les cours d'introduction, c'était chez Aniform Fitness, hein, oui, c'est ça? j'avais fait un cours d'introduction. Ils sont pas très loin, quelque part dans le... Oui, à Blainville. Puis, c'est ça. C'était une dame là, qui offrait ces cours-là d'initiation. Puis, comme ma chienne a eu beaucoup d'intérêt, je me suis dit, bon, on va prendre des cours pour éventuellement faire de la compétition. Là. Fait qu'elle vient... À quel âge tu disais déjà? Elle va avoir 3 ans le 1er juillet. OK. Donc, c'est le bon âge pour débuter ou il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont... Honnêtement, je ne me suis pas renseignée sur l'âge minimal, mais les chiens qui étaient présents, je vous dirais qu'ils avaient tous 1 an et plus. OK. Ouais, parce que chiots, ils ont tellement de choses à apprendre déjà, tu sais, juste la socialisation, tout ça. C'est comme n'importe quel sport, là, c'est mieux d'attendre aussi un petit peu. Là. Ouais, je connaissais même pas ce type d'entraînement-là. Non, moi non plus, c'est ça. Ouais. Je voulais inviter Mélanie à venir avec nous parce que c'est donc... Parce que moi, bon, on se connaît pas. Non. Alors que tu connais un peu Éric. Ben, on se voit souvent. Oui, en fait, on s'est connus parce que je vais faire comme radiologiste, je me promène un peu en mobile. Puis toi, tu travailles, donc tu dis, depuis 4 ans à ça va faire 4 ans à l'automne. de la Seigneurie à Terrebonne. Oui. Et c'est là qu'on s'est croisés parce que, bon, on va souvent faire des cas là, le vendredi. Puis tu as fait l'échographie de ma vieille chienne aussi. Oui, de Molly aussi, c'est ça. Puis on va en parler aussi un peu après. Et puis bon, au fil des visites, on jasait puis tout ça. Puis je trouvais ça intéressant parce que, bon, tu es technicienne d'expérience. Ça fait 23 ans que tu es dans le domaine animal. Puis bon, on a plein de choses. Je trouvais ça intéressant de pouvoir discuter avec toi. Donc moi, je t'ai fait entièrement confiance. Ouais. Donc là, la qualité tu me juges, là. C'est ça, tout le long. Donc si cet épisode-là, c'est pas bon, c'est dans une blague. Mais là, j'ai vu que vous aviez des critiques, fait que je vais faire attention. Oui, c'est ça. Non, mais t'es pas notre première personne du personnel soignant qu'on reçoit, parce qu'on reçoit beaucoup de vétérinaires, mais juste aujourd'hui, on a eu un médecin humain aussi. On a eu d'autres techniciennes, en fait, surtout en santé animale dans le passé, pour faire des capsules puis d'autres épisodes, mais c'est tout le temps. Mais t'es la première technicienne qui travaille dans une pratique privée de proximité, disons, versus les autres qu'on a eus étaient dans les grands centres de spécialité. Ils font des choses très différentes, mais des fois, c'est des choses un petit peu pas en silo, mais tu sais, des choses plus particulières. Comme tu sais, une technicienne... ben là, quand tu vas à leur clinique, elle t'aide des fois avec les échos. Donc, en fait, plus que vous vous croisez. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est la réponse, c'est une oui. En fait, oui, parce que... tu arrives avec ton staff aussi. Ouais, exact. Moi, j'ai mon équipement, puis j'ai une technicienne avec moi pour faire l'examen de mobile, mais souvent, les vétérinaires sont en consultation, puis c'est souvent les techniciennes sur place qui vont nous aider avec des précisions sur... Ils connaissent souvent, parce que c'est l'avantage du mobile, c'est qu'on va dans la clinique de proximité du patient. Donc, c'est un patient qui est connu à l'hôpital. Des fois, c'est un patient, un historique de plusieurs années. Fait que vous connaissez des fois les propriétaires, des fois le patient. Si on a des questions, comment il est en sédation, des questions précises sur des examens, il faut on les vérifier dans le dossier. Fait que oui, ça nous aide, nous, d'avoir ou quand Éric arrive trop tard puis que j'ai plus de vêtements sur place, il me fait les comptes rendus à moi. Ça ne doit pas arriver souvent qu'Éric arrive tard. Je comprends pas. Je m'en rappelle pas d'une fois, mais... pas d'une fois en particulier. C'est perdu dans le néant des autres fois. Mais ouais. Donc, mais vous êtes rencontrés surtout particulièrement à De la Seigneurie, c'est ça? Oui. Moi, c'est parce que bon, puis je salue d'ailleurs, on peut tout de suite dire qui a parti l'hôpital vétérinaire de la Seigneurie, parce que c'est... C'est ça. Puis ça, c'est un élément que je trouvais intéressant, parce qu'il y avait un lien... Ça me touche. Oui, c'est ça. Un lien direct entre vous deux, là. Oui. Donc, c'est Dr. Patrick Bégin, là, qui est un gars qu'on salue, qui est un gars de ma promotion, avec son ex-conjointe, en tout cas, Claudine... Prudhomme. Prudhomme. Moi, j'avais un blanc pendant une seconde. Je pensais à Claudine Tremblay. Oui, Claudine Tremblay, qui est de ma promo. Mais donc, en quelle année ça a été fondé? Ça fait quand même plusieurs années. Je sais pas. Mais ça fait plusieurs années. Je suis vraiment désolée, mais ça fait vraiment écoute, longtemps. on est gradué en 96. Puis c'est probablement au début quelques des années 2000. Début 2000, je pense, même fin des années 90, non? Peut-être. En tout cas, peu importe. Ça a un 20-25 ans. Puis moi, le problème, ça a toujours été parce que moi, je suis sur la Rive-Sud, fait qu'on voit des cas, des fois aussi, qui viennent d'hôpital vétérinaire des Seigneuries, là, puis qui est à Boucherville. Puis on salue Joël Bergeron et sa conjointe Martine. Jobin. Bien des difficultés avec les noms de famille.
Moi, je vois par les prénoms. Mais, je pensais que c'était un concept. Tu disais les prénoms, moi, je disais les noms de famille. Aussi, on l'a déjà fait avant. Mais puis souvent, c'est ça, j'ai mêlé les deux. Là, puis c'est parce qu'il y avait une seigneurie de Boucherville puis une seigneurie de Terrebonne. Ouais, des seigneuries, il y en avait quelques-unes au Québec. Ouais. Il y en avait beaucoup. Puis, hey, mais... je viens de créer quelque chose. Ben, toi, t'es tellement fort. Tu vois, là, je t'avais pas vu venir, mais... Parce que... comme nous deux, Mélanie a un intérêt pour l'histoire. Oui. Ben, c'est ça. On parle des seigneuries, on parle d'histoire. Ouais. Puis c'est un peu ce que c'était justement dans cette soirée où je suis arrivé légèrement en retard. Puis il y avait plus. C'était un vendredi d'inventaire. La moitié du Québec est en. Les cliniques du Québec est en inventaire. C'est un peu l'histoire de ta vie. Ah, l'histoire. T'es arrivé en retard. Puis elle m'a appris que finalement elle était en changement de carrière, malgré. En recadrage ou. Oui. Puis quand elle m'a dit que c'était en enseignement de l'histoire, je me suis dit, wow, tu sais, c'est du coq à l'âne, là. Tu passes de la santé animale à l'enseignement de l'histoire. Je me suis dit, crime, c'est vraiment intéressant. Puis là, on parle des seigneuries, fait que, tu sais, c'est comme le lien est. Ben, l'histoire, quelle parfait. Histoire, en fait, justement? Ben, en fait, on est obligé de. Peux-tu arriver à ça éventuellement? On va arriver à ça, parce qu'on va commencer avec. Tu sais, on va reculer dans le temps un peu. Mais vas-y, je te laisse commencer, vu que j'ai pas beaucoup de notes, parce que. Non, mais. Ça sonne étrange comme ça, mais il m'a parlé de toi beaucoup. En tout cas, vas-y, commence, puis moi, je vais intervenir. Fait que t'as fait... OK, fait que quand tu dis ça... Bon, c'est une mauvaise blague, vas-y. T'as fait beaucoup de choses parce que à chaque fois que j'y vais, j'apprends une nouvelle affaire que t'as fait. Mais qu'est-ce qui t'a amené au départ, donc, à te retrouver à travailler en clinique vétérinaire? L'amour des animaux. Tu sais, il n'y a pas 10 000 raisons. Hein. Je pense que pas mal tout le monde qui est dans ce milieu-là. On connaît les conditions pas faciles, les salaires qui sont pas compétitifs. Fait que, souvent, les gens vont dire c'est par amour pour les animaux, puis c'est vrai. Il y en a que c'est une coche au-dessus. Comme moi, je suis vraiment maniaque, passionnée, puis je veux toutes les sauver. Fait que c'est un peu ça l'histoire. Puis, comme je t'avais déjà informé, moi, j'ai une clause grand-père. J'ai pas de diplôme en santé animale. À l'époque, c'était possible là, de travailler en milieu vétérinaire, 5 diplômés. Tu veux dire que finalement, d'avoir fait un DEC en santé animale, un DEP, hein, c'est ça? Non, DEC. Non. C'est pas DEC. Non, mais c'était pas nécessaire pour travailler donc des TSA, ce qu'on appelle une TSA, c'est technicienne en santé animale. C'était pas nécessaire pour faire un travail similaire ou équivalent. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler en clinique, il y avait beaucoup de gens comme moi qui n'étaient pas diplômés puis qui travaillaient pour assister les vétérinaires, puis c'était technicienne, assistante, mais souvent tout le monde les appelait techniciennes parce que c'était plus simple comme ça. Ils faisaient un travail technique, sauf qu'il n'y avait pas eu une formation établie puis structurée dans un cégep. Donc, c'est ce que je veux dire par là. Puis j'ai travaillé avec des techniciennes que j'appelais aussi techniciennes, mais qui n'avaient pas les lettres TSA après leur nom. Quand j'ai commencé en pratique générale, parce que j'ai fait 4 ans de pratique générale, puis tu sais, je dirais rien contre les programmes ou pour les programmes. Je veux dire, il y a des fois où tu as une technicienne, mettons que ça faisait 15 ans qu'elle faisait ça, mais qui n'avait pas les lettres, puis une autre qui sortait du cégep, bien évidemment, celle que ça faisait 15 ans qu'elle faisait ça, elle avait des gestes techniques qui étaient bien meilleurs que la nouvelle, mais elle avait plus de connaissances, des fois théoriques, sur des choses qu'elle avait appris. Puis éventuellement, la technique, ben c'est manuel. Tu sais, faut la partie technique, il faut que tu l'apprennes. Toi, tu l'as, évidemment, ça fait longtemps que tu fais ça. Ben, je pense que oui. Mais en fait, c'est peut-être pour nos auditeurs qui sont peut-être moins familiers, il n'y a pas d'ordre. Exactement. Pour les TSA. Puis on pourra en reparler de ça. Mais donc, à un moment donné, justement, il y avait cette espèce de... Il y avait des gens qui n'avaient pas fait la formation avec le diplôme, mais qui avaient de l'expérience. Puis quand moi, j'étais à l'ordre, là, en 2005-2006, autour de ces eaux-là, ils ont décidé de dire, OK, on va définir qu'est-ce que c'est une TSA, on va reconnaître pour les actes délégués, là, tel collège, puis il va y avoir une clause grand-père. Puis là, c'est là où est-ce que vous aviez un certain nombre, un certain délai pour faire reconnaître une reconnaissance de votre expérience en clinique pour faire le même rôle, en fait, qu'une TSA diplômée. Oui, puis il fallait quand même avoir quelques années d'expérience. Là. Si je ne m'abuse, c'était quand même 5 ans d'expérience. Moi, j'avais déjà 6 ans à l'époque d'acquis d'expérience dans le premier établissement où j'ai travaillé pendant 6 ans. Fait que quand ça s'est arrivé, la fameuse clause grand-père, bien, tout de suite, j'ai fait ma demande, puis j'ai été acceptée. Là. C'est ça. J'imagine les vétérinaires avec qui tu avais travaillé devaient contresigner. Oui, absolument. Oui, pour certifier que j'avais travaillé pour eux pendant plus de 5 ans. Tu avais un dossier à soumettre, là, c'est ça? Oui, absolument. Puis, tu sais, ça enlève absolument rien dans le sens que, tu sais, pour moi, les études, ça a toujours été important. Là. Tu sais, j'ai fait des études dans d'autres choses entre-temps, mais dans le sens que, tu sais, je suis d'accord du fait que les techniciennes doivent être diplômées. Là. Tu sais, c'est juste que... C'est l'évolution, c'est les choses qui changent avec le temps. C'est ça.
Mais il y a des choses, effectivement, je suis la preuve vivante, qui peuvent s'apprendre sur le tas, dans le sens que, mettre des cathéters, faire des prises de sang, des contentions, c'est mon cas, là. Tous les actes délégués, faire des injections, j'ai carrément appris sur le tas. Oui, en fait, c'est parce que dans un autre épisode, on a parlé de mon beau-frère, en fait, qui, lui, est en Belgique. Là. Ma conjointe est française, mais son frère, c'est-à-dire, est là-bas. Puis lui, il fait partie de la première cohorte d'hygiénistes dentaires de Belgique, c'est-à-dire 2022. Ça veut dire que la première cohorte en Belgique, avant, les dentistes, ils ont des assistants, mais c'est pas des gens qui ont fait un cours parce que, donc, sont formés sur le tas à 100% du temps jusqu'à l'année dernière. Puis il y avait peut-être il y a peut-être un Québécois ou une Québécoise qui est hygiéniste dentaire ici qui a décidé je m'en vais vivre en Belgique puis qui travaille dans une clinique, mais là-bas, il n'était pas reconnu. Donc maintenant, il commence à être reconnu. Lui, il fait partie de la première cohorte. Il s'est fait tout de suite engager par l'école, par l'université, c'était à l'université, mais pour donner une partie des cours pratiques pour la deuxième ou pour les cohortes suivantes. Parce que, donc, mais tu sais, c'est tout nouveau là-bas. Alors qu'ici, on dit, voyons, des hygiénistes dentaires, il y a un ordre en plus. Là, il y a un ordre, c'est d'où il y a une similitude à avoir avec quand on parle de ce que les techniciennes pourraient avoir un ordre professionnel éventuellement. Puis la réponse est oui. Est-ce qu'il va en avoir un? Je ne sais pas, puis je ne sais pas quand non plus. Mais c'est la même chose quand ils ont créé nos collèges, nous, de spécialité. Ceux qui ont créé le collège, évidemment, ils ont eu des clauses grand-père. C'est normal quand tu opères une transition, à partir du moment où tu dis, on veut structurer les choses un peu plus pour clarifier les choses, tu reconnais un certain nombre de personnes qui ont un parcours atypique, mais qui arrivent au moment où tu crées la structure, qui ont une expérience équivalente. En oncologie, par exemple, dans les années 80, je me rappelle plus exactement la date quand le collège a commencé à exister, mais il y avait un nombre de gens qui faisaient déjà 100% de leur travail, c'était de l'oncologie. Puis là, on dit, mais vous allez être close grand-père, mais vous allez partir le collège, puis après ça, vous structurez des programmes de résidence, puis maintenant, les prochains, ça va être, il faut qu'ils passent à travers ça, puis qu'il y a un examen au bout de tout ça. C'est une façon normale de créer quelque chose, on peut pas... Mais oui. Il faut que ça parte de quelque part, là. Ouais. Mais donc, ta formation, mettons que tu dis, OK, c'est l'amour des animaux qui t'amène à travailler en clinique, mais tu te destinais sûrement pas, donc tu n'as pas fait de la TSA, donc tu avais étudié dans d'autres choses complètement... J'ai vraiment un parcours particulier, mais... Mais c'est ce qu'on aime. Oui, oui. Puis en plus, tu dis ça fait 23 ans que tu fais ça, donc tu as commencé à 15 ans, c'est ça? Non, à 20 ans. Bien joué. Mais difficile de cacher l'âge. Mais en fait, je suis allée au cégep, en cinéma. Moi, j'aime plein de choses dans la vie, fait que c'est vraiment compliqué, mais j'étais allée en cinéma-communication parce qu'après le secondaire, je me suis dit, je vais être journaliste. Finalement, j'étais allée à Rosemont, puis finalement, leur programme, il était très, très axé sur le cinéma qui, moi, m'intéressait moins, puis moins sur la communication. Fait que tout ça pour dire qu'au bout d'1 an et demi, j'ai abandonné, puis je me suis retrouvée à travailler dans une clinique vétérinaire parce qu'il y avait une clinique vétérinaire dans l'Est qui cherchait un employé. Puis moi, je faisais affaire là avec mes animaux. Puis mon père avait dit, hey, vous ne cherchez pas des employés, quand il était allé avec mon chat. Puis il disait, oui, dis à ta fille de nous contacter. Puis dans le fond, ils m'ont donné un poste d'animalière, mais tout en me montrant, justement, comment faire des manipulations techniques. Puis je pense qu'après 2 mois, j'étais considérée technicienne, sans le titre, là, mais ils m'appelaient quand même comme ça. Puis tu avais peut-être des aptitudes plus que d'autres qui étaient passées par là. Puis des fois, possiblement, j'imagine. Puis honnêtement, je me suis souvent fait dire, puis c'est pas pour me vanter, mais souvent, les gens... ils me disent que je suis vraiment bonne, que je suis compétente, tout ça. Fait que j'imagine que c'est ça. Je dois avoir malgré tout des aptitudes, même si j'ai pas fait la technique. Puis j'ai un intérêt aussi, puis mon côté curiosité, il m'a amené à faire beaucoup de formations. J'ai participé presque à tous les congrès de l'AMVQ. Fait que j'allais souvent dans des conférences aussi. Fait que j'adore tout ce qui est comportement canin. Ça, c'est comme mon chouchou. Donc, mais je me suis toujours intéressée à tout. Tu es assise dans la chaise où était assise Marion de Marchelier il y a à peine 1h30. Je l'adore. Donc, on la salue, là, qui est une de nos invitées précédentes. Ouais. Puis éventuellement, c'est ça. Je me suis dit, je veux finir mes études, je veux retourner aux études parce que c'est important. Fait que je suis allée faire un DEC en sciences humaines. Puis là, après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis je voulais rentrer en technique policière, mais là, finalement, c'était pas si facile que ça. Fait que je suis allée faire un bac en anthropologie. Ah oui, c'est ça. Donc, ça, c'est comme dit la dernière affaire vendredi, là, 1 semaine ou 2, j'ai fait un bac en anthropologie. Je l'ai pas complété. Je l'ai pas complété. Fait que, c'est parce que je travaillais tout le temps à temps plein en allant aux études. Fait que, honnêtement, c'était dur. Là, je m'occupais très jeune, je me suis occupée... j'ai eu des animaux à ma charge aussi. Fait que quand je partais en appartement à 25 ans, j'avais quand même 2 chiens, des chats. Fait que, il faut que tu les fasses vivre. Il faut que pour moi, c'est une priorité là, de leur offrir les meilleurs soins. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, c'était de concilier tout ça avec les études. Ça n'a pas toujours été facile.
Puis ben c'est ça. Fait que finalement, je suis retournée. J'ai jamais arrêté de travailler en clinique, en fait, durant mes études. C'est juste qu'à un moment donné, ben c'est ça. J'ai juste continué à travailler à temps plein. Puis la vie a suivi son cours. Puis ben la vie va vite. Fait que j'ai eu un enfant, tout ça. Fait que là, mais là, c'est ça. Là, je suis rendue dans un moment de ma vie où il y a des instabilités un peu partout. Puis là, je me dis, OK, mon conjoint, on est ensemble depuis longtemps. Mon fils est rendu plus vieux, il est plus autonome. Fait que c'est un bon timing là, pour retourner à l'école. Mais avant de ça, tu m'as aussi dit que tu avais quand même, bon, parce qu'on parlait de clause grand-père, mais tu avais quand même essayé de faire, il y a un processus de reconnaissance formelle des acquis. Oui, la reconnaissance des acquis, fait que j'étais dans le programme depuis, mon Dieu, je pense que ça fait plus de 2 ans. Reconnaissance des acquis, dans le fond, c'est qu'ils vont évaluer ce que tu es... Premièrement, tu passes une entrevue là, avec une vétérinaire, puis elle va évaluer ce qu'ils peuvent te faire en reconnaissance des acquis. C'est-à-dire, exemple, contention, bien, tu sais, si tu n'as pas besoin de retourner à l'école pour apprendre les contentions, bien, tu sais, comme moi, il m'avait demandé, admettons, les soins aux animaux, bien, il a fallu que je me filme en train de faire des tailles de griffes, nettoyage d'oreilles, vidage de sang canaux. Puis là, j'avais envoyé ma vidéo. Puis, j'avais eu mon évaluation. Fait qu'ils prennent un peu le programme, mettons, de la TSA, puis là, ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent cocher que tu maîtrises déjà dans ce programme-là. C'est ça, c'est en plein ça. Mais, tu sais, comme à l'automne dernier, j'avais dû faire un cours ici à Sainte-Thérèse parce que moi, c'est sûr que les animaux de consommation, ben, j'ai jamais touché à ça de ma vie. On oublie qu'il y a ce volet-là, mais c'est vrai, les animaux de labo aussi, probablement. Les animaux de labo. Mais là, je me suis pas rendue jusque-là, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, animaux de consommation, ben, j'ai eu un cours de nursing des animaux de consommation, tu sais, que j'ai passé. Mais, tu sais, c'est ça, c'était sûr que j'irais pas travailler avec des vaches, mais j'avais comme pas le choix de le faire, là. Fait que, puis là, ben c'est ça. Là, j'avais un cours de chimie à l'hiver, puis finalement, j'ai décidé de parce qu'ils sont aussi, donc, pas que les trucs spécifiques à la TSA, mais aussi les prérequis de base. De la technique. OK, mettons la chimie, par exemple, qui est un cours général, mais qui fait partie du programme. C'est ça. Tu dois aussi passer ces cours-là. C'est en plein ça. Fait que là-dessus, il fallait qu'il m'évalue. Puis comme j'avais jamais eu de cours, ben, il ne pouvait pas faire autrement que me faire le cours, mais c'est ça. Puis à la fin, l'objectif étant de te remettre un diplôme comme de TSA. Oui, absolument. Oui, si j'avais poursuivi, définitivement, si je passais tous les cours, j'avais mon diplôme là, à la fin. Ouais, c'était ça le but. Puis là, pourquoi je serais allée chercher mon diplôme? C'était plus pour une fierté personnelle, je pense. C'était plus de dire, OK, je vais être officiellement TSA. Puis j'avais des projets aussi, peut-être d'écrire des livres pour enfants, des trucs comme ça sur les soins aux animaux. Puis là, je me suis dit, je vais vraiment pouvoir signer que je suis technicienne officiellement en santé animale. Fait que ça, c'était plus par orgueil, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que ça m'aurait rien apporté de plus. Ouais. Non, c'est ça. Puis j'imagine que quelqu'un qui n'a pas une clause grand-père, mais qui arrive avec une expérience aujourd'hui, doit passer par ça. Tu sais, mettons quelqu'un qui est plus jeune, ben il faut qu'il y ait un diplôme aujourd'hui de TSA pour être reconnu comme... Oui, définitivement. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été chanceuse. J'ai jamais eu de problème à me faire engager par des employeurs. Tu sais, j'ai fait 4 établissements vétérinaires en 23 ans. Mais, tu sais, je sais que souvent, les cliniques vont écrire technicienne diplômée seulement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, pour des jeunes, ça serait plus difficile là, d'être dans ma situation puis de trouver un emploi. Quoique, tu sais, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, mais tu sais, je le sais pas. Là. C'est sûr que comme j'ai ma clause grand-père, ben moi, ça m'aide un petit peu là, de ce côté-là. Mais c'est pas évident, toute la question de la reconnaissance des acquis, parce que, tu sais, nous, c'est pareil pour notre diplôme à nous. En fait, pas notre diplôme, notre droit de pratique. Oui, tu parles des vétérinaires européens, par exemple. Ben, il n'y a pas de tracking. Ouais. Fait que, tu sais, comme toi, tu disais, il faut que je fasse un cours de nursing dans les animaux de consommation. Mais nous, c'est pareil, c'est que s'il y a un vétérinaire européen qui arrive ici, qui fait de la pratique des petits animaux depuis 15 ans, ben, il doit passer un AV qui couvre les petits puis les grands. Qui couvre tous les domaines de pratique. Ouais. Parce que une TSA peut aller être en clinique 10 ans, peut aller travailler en labo, comme nous, peut décider d'être dans les animaux de consommation puis devenir dans les petits animaux après 10 ans parce qu'il est blessé, par exemple, ou peu importe la raison. Puis ça, c'est sûr que ça complique la reconnaissance des acquis pour des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais qui sont dans un domaine peut-être plus restreint puis qui n'ont pas l'intention de changer, mais qu'on leur demande quand même par équité de passer l'ensemble. Tu sais, qu'on te demande de faire de la chimie, alors que, tu sais, c'est ça. Mais c'est pas facile à trancher, là, parce que, tu sais, comment... Ben non, c'est parce que ça dépend aussi toujours de quoi on parle. Est-ce que c'est une profession aussi où il y a un grand besoin? Fait que des fois, ils vont peut-être avoir en principe, c'est être plus... pas laxiste, mais avoir peut-être une certaine facilité à dire on va accepter, mais tu sais, ça dépend aussi. Mais moi, je pense que technicienne en santé animale, j'ai vu
des situations où, puis je l'ai dit tantôt un peu, mais il y avait des personnes qui faisaient ce travail-là sans avoir les lettres depuis longtemps, qui étaient peut-être supérieures côté définitivement technique à des personnes qui étaient passées par l'école. Puis j'ai vu des personnes qui sortaient de l'école que, bon, il y avait des lacunes quand même. Puis est-ce que c'est parce qu'ils étaient plus jeunes? Est-ce que c'est parce que tu peux passer un cours, tu peux passer des examens, puis finalement pas nécessairement être la plus qualifiée des personnes pour finalement t'as les lettres, là, tu sais. Puis ça, je l'ai vu on le voit dans tous les domaines, tu sais. Ouais. Puis bon, après ça, je veux dire, il y en a qui font les manchettes dans tous les domaines, puis qui sont des gens qui font partie d'ordre professionnel, puis qui ont fait des choses croches aussi. Fait que tu sais, il n'y a rien qui est à l'abri de rien, dans le fond, mais une façon de structurer, puis tu sais, mais moi, je pense que tu as fait les bonnes choses. Là, si je comprends bien, tu n'essaieras pas de continuer pour le passé parce que tu es en train de te rediriger vers l'histoire. Ouais. Puis c'est à la fois triste mais compréhensible. Tu sais, si tu décides que tu veux réorienter ta carrière je vois bien que tu aimes les animaux. C'est une passion qui est peut-être même plus forte puis plus grande que bien des vétérinaires que je connais. Là. Parce que des fois, on aime les animaux, mais à un moment donné, on devient un peu pas cérébral, mais tu sais, il y a une partie qui est ça, puis je sais pas. On le voit juste dans le fait que les vétérinaires, en général, vous avez moins d'animaux que les techniciennes. Oui. Vous avez compris, vous, que ça coûtait cher puis que c'était de l'entretien. Je pense pas que c'est une décision qui est basée sur les finances. Non, mais dans le sens que c'est beaucoup de temps. C'est que c'est beaucoup de demandes en temps, c'est vrai. Ouais. Puis je pense qu'on dit cordonnier mal chaussé. Des fois, les vétérinaires, c'est pas les meilleures personnes pour s'occuper de... Puis je dis ça, tu sais, Marion était là tout à l'heure, elle a une ferme avec des chèvres, puis elle a des abeilles, puis elle a un âne, puis des poules, puis tout ça. Puis je pense qu'il y en a qui le font très bien. Moi, je sais que je suis pas la meilleure personne pour avoir plein... Tu sais, puis quand j'étais jeune, j'étais peut-être mieux, mais j'avais des lapins quand j'avais plusieurs animaux. Ouais. Là, j'ai un chien, 2 chats, puis tu sais, je m'en occupe bien. Ouais. Mais je pense que si je n'avais plus, ça serait difficile. Quand j'avais un chat qui était diabétique, plus un chien qui avait besoin de médicaments par la bouche, plus... Puis tu sais, je demande des fois des choses à des clients que je sais pas comment je serais bon pour le faire, moi, là, tu sais. Donnez ça 3 fois par jour, 8 heures. Ah oui, c'est ça, la compliance, un suivi dans 2 semaines ou suivi. Des fois, il y en a que je vois fréquemment. Moi, je suis en oncologie, il y en a que je vois des fois aux semaines. Je me dis, crime, je sais pas comment je fitterais ça. Comment je fitterais ça dans mon horaire d'aller aux semaines. Il y en a qui sont à la retraite, c'est correct, qui ont plus de temps. Mais juste qu'on appelle pas la compliance, mais en français, l'observance. L'observance au traitement. Et tu sais, on prescrit des choses en disant c'est important que. Puis nous autres, on a de la misère à le faire des fois. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'applaudis. Moi, déjà, je remercie mes clients, les gens, tu sais, finalement, pas qui aiment mieux leurs animaux que moi je le ferais, mais qui sont meilleurs que moi, en tout cas, pour faire pour suivre les recommandations du vétérinaire. Puis ça, c'est moi. Là, tu sais. C'est un peu le cordonnier mal chaussé, littéralement. Tu sais. Mais n'empêche que, puis on a déjà parlé de ça ensemble, mais nous, les vétérinaires, on finit par pas avoir tant de contacts que ça dans une journée que les animaux. Moi, OK, peut-être, mais même, tu sais, toi, je veux dire, tes examines, tes touches, mais je veux dire, beaucoup de ton temps est passé à lire des rapports de diagnostic, parler avec un autre spécialiste, appeler le client au téléphone, planifier une chirurgie. Tu sais, au final, ton temps de contact avec un animal, il est moindre que les techniciens avec qui je travaille, ça, c'est sûr. Ouais. Puis c'est vrai que si, mettons, si on prenait quelqu'un qui dit, moi, en enlevant les autres variables de salaire, de ce que ça prend comme étude, mais si tu disais quel travail, je vais avoir plus de contact avec les animaux, bien, ça va être technicien, ça ne serait pas vétérinaire, parce que c'est vrai que nous, il y a beaucoup de travail de remplir, puis comme ce que tu viens de dire. Donc, mais au départ, la plupart des vétérinaires, ben, il y en a. Une grande majorité, c'est « j'aime les animaux, c'est pour ça que je suis allé là-dedans ». Puis il y en a qui deviennent pathologistes, puis finalement, ils regardent des tissus d'animaux morts au microscope à journée longue, mais ça partait de « j'aime les animaux ». Je suis content que tu n'aies pas mentionné les radiologistes. Je l'ai fait assez souvent, là, mais je l'ai déjà fait assez souvent. On n'est pas obligé de parler tout le temps. Léa, tu penses qu'on parle de... d'ailleurs, je vois Léa, puis je vois une canette non ouverte qui n'attend qu'elle laisse. Et qu'est-ce qu'il y a sur la canette? Justement, plus que tu me le demandes, c'est l'important... C'est pas la chute. Ouais. Puis là, on a une loutre qui est en train de jouer. Donc, une loutre. Et donc, pour l'honneur de Léa, qui est un Border Terrier qui est supposé ressembler à la loutre, parce que c'est vraiment frappant. Là, vous irez voir sur Internet, Border Terrier, loutre. Je pense que si tu mets Border Terrier, Otter, vous allez probablement avoir des comparaisons de face. Donc, on va goûter à ça. C'est une... Puis tu sais, c'est quoi la suite de cette phrase-là? Hein? Non, je te laisse la terminer. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage, qui est une phrase dans le film culte La haine de Mathieu Kassovitz. Ouais. Puis moi, j'allais partir sur autre chose. Là. C'est comme... ça t'est jamais arrivé. Tu me surprends. Non, c'est parce que dans le temps, il y avait des pubs de la... J'imagine, de la SAAQ à la télé qui était La Vitesse Tue.
Hein, c'était il y a longtemps ça, puis pour dire aux gens ralentissez. Puis j'avais un ami qui s'insurgeait contre ça. C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'arrêt brusque. Oui, c'est ça. C'est un peu dans le même. Aller très vite, puis il se passe rien. C'est juste l'arrêt brusque qui tue. Là. Mais bon. Puis le truc, c'était juste d'augmenter l'essence, finalement. C'était ça, le truc. C'était pas de faire des pubs sur la vitesse. Tu penses que monter l'essence. Quand t'es à 2 $ le litre, c'est sûr que le monde, il se calme sa vitesse quand même. J'ai une voiture électrique, fait que ça m'a. Écoute, Daniel, si tu veux, on va ouvrir cette loutre. On ne sait pas si c'est une lutte de rivière, ou en tout cas, elle est en train de jouer. Puis c'est la chasse-peinte, brasserie Coupé. Je voulais juste te laisser hésiter de même. Oui, non, oui, non. Je fais travailler ton corps. Donc, on va goûter à ça en l'honneur de Leia. Puis c'est ça, on l'a déjà mentionné qu'il y avait la thématique Star Wars aujourd'hui, tout ça. Puis en passant, par contre, moi, sur mon chandail, vu que la caméra pointe plus moi, là, mais je sais pas si on le voit. Là. Ça, c'est mon chat, Bruce Wayne. Elle pointe sur toi, elle est là, la caméra. Oui, je sais, mais elle n'est pas allumée, c'est celle-là qui est allumée. Ça, c'est mon chat. On va le voir tout à l'heure. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vais oublier de le dire. Sinon, c'est Bruce Wayne, mon chat. Oui. Dont on a parlé dans d'autres épisodes et qui. Avec ses oreilles. Qui se fait plaisir lui-même parfois. Encore pogné la semaine passée. Ah oui, c'est pas terminé, ça. Je pense qu'il sait comment le faire. Il a goûté, c'est ça. Il a goûté au plaisir de la chair avec lui-même et la doudou de mon fils. Puis en tout cas. Donc, vas-y, je vais juste. Parce que ça n'a aucun rapport, mais tout à l'heure, moi, j'avais sorti. Je t'ai dit, j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelle Poésie française, quelque chose comme ça. Puis cette semaine, il y a quelqu'un qui a mis c'est donc beau. Tu sais, les mots des phobies, là, tu sais, les différentes phobies. Oui, tu en as révélé une très bonne. On en a révélé une dans un autre épisode tout à l'heure, qui était, parce que lui, il est barbu, puis on parlait des barbes un peu, puis j'ai dit la peur des barbes, c'est la pogonophobie. Puis tu sais, le dragon barbu, c'est Pogona viticeps. Donc moi, en lisant ça, je me suis dit, OK, fait pogono, c'est ça qui veut dire barbe. Puis effectivement, en latin, la barbe, c'est pogono. Puis il y en a d'autres. Tantôt, nous a dit que c'était en grec, mais bon, en grec, on s'en tiendra pas. Non, c'est en grec. C'est pas en latin, c'est en grec. C'est pogonos. Puis, mais tu sais, il y en a d'autres, c'est comme ptéronophobie, la peur d'être chatouillé avec une plume. C'est la peur les plumes. Ptéronophobie. Moi, il y en a une qui me touche parce que je ne l'ai définitivement pas. C'est la catagélophobie, c'est-à-dire la peur du ridicule. Attends, mais catagélophobie? Oui. Puis attends, mais la prochaine, c'est la ça, tu t'en approches, hein, parce que toi, quelqu'un pourrait être pogonophobe, avoir peur de toi, ou encore être péladophobe. Ça, c'est ceux qui sont sans poils. Les chauves, c'est ça, c'est la peur des chauves. La peur des chauves. Puis il y en avait d'autres. Il y a phasmophobie, la peur des fantômes. Iatrophobie, la peur des médecins. Parce que iatre, c'est ça, un hippiatre, c'est un médecin des chevaux, buiatre, médecin des bovins. Fait que iatro, c'est généré par le médecin, par le traitement. Exactement. Iatro, donc iatre, c'est la peur des médecins. Puis il y en a plein d'autres. Il y en a une qui est... Ça, c'est fascinant. Je vais vous terminer avec deux qui sont les plus difficiles à dire. Merci beaucoup, Dan. On va goûter ça dans une seconde. La kéronothnitophobie. Kéronothnitophobie. Il doit y avoir une histoire de poils ou de peau. Non, c'est la peur de la chute des satellites. Tu regardes dans le ciel. C'est niché en tabarnouche comme peur. C'est très niché. Puis la dernière que je n'ai pas, sauf quand je voyage, c'est l'apophatodiaphulatophobie. Je répète, apophatodiaphulatophobie. C'est la peur de la constipation. Je dis, sérieux, là, juste le temps de le dire, j'ai presque envie de faire quelqu'un en le disant. En tout cas, puis il y en avait plein. Hein. Il y avait une liste interminable. Il y avait évidemment, tu sais, il y avait même pas agoraphobie dans la liste. Oh, ben ça, c'est trop des classiques. Non, il y avait arachnophobie. Puis il y avait, je pense, la peur par exemple, des insectes piqueurs, c'est acarophobie ou acariophobie. Mais tu sais, c'est... Puis il n'y a pas une peur des phobies? Oui, c'est la phobophobie. Pour vrai, la peur des peurs, c'est la phobophobie. Ou la non, c'est pantophobie ou phobophobie. Mais alors... santé à vous deux et à tous nos auditeurs. Ben oui, santé. Merci d'être là. On goûte à l'important, c'est pas la chute. Puis pour faire, c'est de la brasserie coopérative La Chasse-Peinte, qui est à Lens-Saint-Jean, dans le 418. Ça dit l'équilibre entre les céréales et l'aromatique du houblon de notre IPA session au chanvre vous fait la promesse d'un atterrissage tout en douceur. Voilà. La boucle. Moi, j'avais le goût tu m'as partagé ton reportage qui datait d'une 14-15 ans là, en quête. 15 ans. Sur, quand t'avais 10 ans, là. Ouais. Oui. Sur une situation qui... moi,
j'ai l'impression, a changé un peu, mais peut-être pas tant que ça, peut-être pas autant qu'on l'aurait souhaité. Ouais. Tu veux nous parler un peu de ça, parce que c'était assez... Oui, bien, comme je vous ai dit, j'ai toujours... tu sais, j'aime les animaux, fait que j'ai toujours été impliquée pour leur défense, défendre leurs droits, tout ça. Puis, il y a quelques années, un concours de circonstances, j'ai été approchée par une journaliste de Radio-Canada, qui était une journaliste pour l'émission Enquête, parce qu'elle recherchait quelqu'un qui était justement dans le milieu vétérinaire, qui connaissait un peu les soins de santé, tout ça, des animaux, parce qu'elle voulait pénétrer dans le monde des usines à chiots pour démontrer au grand public c'était quoi l'horreur là, derrière ce monde-là. Puis, dans le fond, elle voulait quelqu'un qui allait être capable d'évaluer la condition des animaux sur place. La qualité de vie, l'état l'état c'est ça. Est-ce que c'était des conditions acceptables ou inacceptables? Pour ne pas faire sensationnaliste non plus, mais démontrer que ben ça, c'est pas correct. Fait qu'on s'est rencontrés. Elle m'a demandé d'aller la rencontrer dans un bureau de Radio-Canada. Puis, c'est ça. Fait que finalement, j'ai accepté le contrat. Donc, j'étais collaboratrice pour l'émission. Puis, ça a été un tournage qui a duré quand même plusieurs mois. Tu avais des microphones puis des caméras cachées. Oui, oui. Est-ce que tu te sentais comme dans un film d'espionnage? Oui, j'avais l'impression d'être James Bond par moment. Là, mais oui, puis je vous dirais même qu'à un moment donné, on a même eu peur pour notre sécurité. Oui, notre sécurité. Si je peux comprendre, ben oui. Oui, parce que ces gens-là, ben c'est ça. De un, c'est du travail au noir. Ouais. C'est des gens qui veulent pas se faire pogner par le fisc, qui veulent pas... tu sais, souvent, c'est dans des fonds de rang, des fonds de campagne. Tu vois pas ça à Montréal, une usine à chiots, là, tu sais. Fait que... puis, il y en a un, c'était passé, là, Tremblant. C'était vraiment, vraiment loin. Puis, on est perdu dans le fond du bois. Puis, pour faire une histoire courte, tu sais, l'homme nous parle, puis il finit par nous dire que lui, ses chiens, quand ils sont plus bons, ben il les tire. Fait que, du coup, on sait qu'il y a des armes à feu. Du coup de feu. Il y a du coup de feu, oui, c'est ça, qu'il y a des armes à feu sur place. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous l'a verbalisé, mais on ne l'avait pas en enregistrement. Fait que là, le réalisateur, il a dit à la journaliste, non, ça me prend ça en vidéo, tu sais, ça me prend ça en vidéo, ça me prend le son, tout ça. Je veux que vous y retourniez à cet endroit-là. Puis là, il faut que tu y refasses dire. Oui, c'est ça. Puis toi, ta couverture, c'était quoi pour aller les rencontrer? Qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Bien, on s'est fait passer pour des cousines, la journaliste et moi, qui voulaient se partir une usine à chiots. Okay. On le disait pas dans ce terme-là. On disait qu'on voulait être des éleveuses, mais on voulait que ce soit rentable. Fait qu'on voulait pas payer cher, puis on voulait faire des sous. Fait que, on avait appris que, ben, c'est ça, souvent, ils vaccinaient eux-mêmes leurs chiens. Ils faisaient des faux carnets de santé, des faux certificats de vaccin. Fait que, il y avait bien, excusez le terme, mais bien de la gamique là-dedans. Là, fait que quand on veut, on peut, comme mais on de dit. savoir d'où viennent ces vaccins-là aussi. Puis, qui leur fournit ces vaccins-là? Ben, c'est une bonne question. Là, c'est ça. Dans la partie que j'ai envoyée, malheureusement, le reportage n'est pas complet, mais la journaliste, je connaissais un vétérinaire qui le faisait. Ah ouais, qui vendait les doses. Que j'avais côtoyé, puis je savais que c'était le vétérinaire particulièrement de cette usine-là où on a dû retourner à 3 reprises. Là. Okay. Puis lui, il était justement dans les Laurentides. Il vendait quoi? Il achetait des vaccins puis il revendait au coûtant. Il les vendait par-dessus le comptoir aux éleveurs qui en voulaient. Mais est-ce que ça... Parce que je pense pas que, mettons, de l'endroit où on achète le distributeur de médicaments vérifie, toi, tu as acheté 4000 doses, mais tu vois 400 patients par année. Mais non, c'est pas contrôlé. Les vaccins, ils sont pas contrôlés. C'est ça. Puis moi, j'ai proposé d'aller à la clinique de ce vétérinaire-là, à la journaliste. Naturellement, je le connaissais, fait que je ne pouvais pas y aller moi-même. La journaliste est allée avec une caméra cachée. Elle a dit qu'elle partait un élevage, qu'elle avait besoin de vaccins, puis le vaccin, il a vendu... le vétérinaire lui a vendu des vaccins. C'est une histoire qu'on a entendue de toute façon aussi, parce que l'ordre a agi là-dessus. Puis, c'est ça. Genre, je me souviens de c'est qui, malheureusement, ou en tout cas... On ne donnera pas de nom, mais c'est ça. Non, mais je sais. Mais est-ce que... Parce que tu as dit... Vous arriviez en disant, moi, je veux devenir éleveur, puis je veux pas que ça coûte trop cher, puis je veux faire de l'argent. Mais est-ce que les gens qui ont des usines à chiots, ils font plein d'argent? Est-ce que, tu sais, ils font de l'argent, ça, c'est, je veux dire, sinon, ils le feraient pas. Mais est-ce que c'est hyper rentable? Ils n'ont pas l'air de vivre avec des Ferrari, tout ça. Non, ils deviennent pas millionnaires, mais il faut c'est une façon simple de faire de l'argent au détriment de la santé des animaux. Voilà. Tu sais, c'est un peu, c'est ça, abuser des animaux pour avoir un revenu. Puis pour ma part, peu importe le contexte, c'est pas une façon de faire. Non, c'est pas adéquat, évidemment. Fait que, tu sais, ces gens-là, effectivement, roulaient pas sur l'or, mais ils étaient quand même capables de se payer des 4 roues, des armes à feu, une maison. Tu sais, ce que certaines personnes aujourd'hui ne sont même pas capables, ne sont même pas en moyen de se payer. Mais le fisc a sûrement un moyen de voir comment ça fait que... Mais je sais pas. Peut-être je sais pas. Là, je m'y connais pas de ce côté-là, mais c'est ça. Puis, il y a un homme là, qui nous le dit, lui, il fermait son élevage dans le reportage, puis il dit carrément, là, c'est à peu près 400$, puis on parle de 15 ans. C'était 400$ du chiot, la chienne n'a 8. Elle en a 3, 2 portées par année. C'est ça. Ça me coûte tant la bouffe, ça me coûte tant les vaccins.
Le reste, c'est du chauffage, puis une balle de temps en temps quand il est malade. C'est ça, c'est en plein ça. Puis on s'entend que les prix pendant la pandémie ont augmenté de façon... Oui, parce que peut-être... Là, maintenant, il y a Kijiji, il va déjà avoir les petites annonces à cette époque-là. Oui, parce que nous, on avait trouvé beaucoup d'usines à chiots. La journaliste avait feuilleté Kijiji, puis elle s'était rendue compte que c'était souvent, mettons, le même décor avec des chiots différents, des races différentes qui apparaissaient. Fait que c'est comme ça aussi qu'on a trouvé certaines usines à chiots. Sauf la grosse, on est retourné 3 fois que... Moi, je savais par bouche-oreille qu'elle existait. Puis, c'est ça. Mais sinon, oui, beaucoup par Kijiji qui existait déjà à l'époque. Ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Mais ouais. Il y a de la complaisance aussi des animaleries. Je veux dire, il y a des animaleries qui se ferment les yeux sur la provenance des animaux. Ils n'ont plus le droit d'en vendre. Mais c'est-tu partout? À Montréal. À Montréal, c'est à Montréal. C'est un règlement montréalais. Je pensais que... Oui. Non, je pense qu'il y en avait été question à un moment donné de les interdire au Québec, mais je pense pas que juste Montréal, ça sert à rien. Ben non, le monde est capable de passer un pont. De moins en moins, je te dirais, mais... Notre invité nous l'a rappelé tout à l'heure. C'est ça. Il a pris beaucoup de temps à se rendre ici. Mais tu sais, j'allais dire... C'est tellement... J'ai eu des clients là, que j'ai soigné leur animal. C'est un Golden Retriever, le chien, les meilleurs clients. Là, quand tu dis t'es... Puis là, j'allais pas dire c'est le spécialiste qui parle parce que, tu sais, des fois, il y a des gens, mais tout le monde... Mais c'est parce qu'ils sont filtrés. Déjà, on a un groupe de vos meilleurs clients. Puis là, moi, je dis, tu sais, c'est comme une pyramide des gens. Bon, oui, il y avait des sous, mais ils sont adorables. Ils chialent pas quand c'est long. Ils aiment leur animal. Ils veulent tout faire les choses bien. Ils suivent nos recommandations, comme je disais tantôt, l'observance, tout ça. Mais leur chien a fini par décéder. Il avait un cancer agressif. Puis ils sont partis en voyage, comme... après que le chien soit décédé. Un voyage pour se libérer un peu l'esprit de ça. Ils atterrissent à Dorval, ils partent en voiture, ils vont sur la Rive-Sud, ils voient un chiot, ils l'achètent. Puis là, ils passent par l'hôpital, là, puis c'est un petit chiot Golden Retriever. Puis je dis, vous venez juste de revenir. Puis là, je dis, où est-ce que vous l'avez acheté? Tout ça. On est allé une place, là, ça Rive-Sud. Puis là, il m'explique ça. Je dis comme, oh non. Puis je dis, pourquoi ils m'ont pas demandé où je peux me procurer un Golden Retriever? Puis après ça, je me dis, ce chien-là, il est tombé dans la meilleure place, là, tu sais. Mais malheureusement, puis eux, après ça, tu leur dis, non, c'est pas la bonne chose. Même si, une fois que c'est un geste, quand tu adoptes un chien, c'est un geste souvent que c'est viscéral. C'est émotif. Tu le regardes, puis là, c'est émotif. Il y a toutes sortes de raisons qui font que ça va être lui. Puis il m'a regardé, il est marché vers moi, tout ça, puis il est venu lécher ma fille ou je sais pas quoi. Ben, eux, ils revenaient de l'aéroport, de leur voyage, d'être partis après l'autre. Fait que, tu sais, j'aurais pas pu les arrêter, là. Mais le chien, effectivement, problème de tous les problèmes possibles. Mais eux, il a eu la meilleure vie, ou il est encore vivant, le chien, là, mais s'il est tombé dans la meilleure famille pour être un chien problème, là. Sauf qu'il fait partie de la roue qui fait tourner cette roue-là. C'est ça, c'est en plein ça. Parce que, tu sais, en clinique, moi, je suis en clinique régulière, là. Tu sais, je suis pas dans un centre d'urgence. Fait que, tu sais, nous, on voit les monsieur, madame, tout le monde qui arrivent justement avec leur petit chiot tout neuf. Ils sont donc bien contents de nous le montrer, le faire vacciner, tout ça. Puis, effectivement, la plupart des gens, ce sont des bons propriétaires. Le problème, c'est la raison pourquoi je disais que ça n'a pas changé, c'est que malheureusement, on se rend compte que là, on est encore dans la même spirale. Suite au reportage, il y a eu comme une prise de conscience. Les gens ont fait « Oh mon Dieu, c'est terrible, on va faire attention. » Mais ça a duré quelques mois. Ça a duré quelques mois. Après ça, il y a eu d'autres reportages de ce type-là qui ont été faits par d'autres chaînes de télévision. Puis à chaque fois, les gens sont comme « Mon Dieu, c'est terrible. » On le voit sur les médias sociaux. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? COVID. Qui voulait des chiens? Monsieur, madame, tout le monde. Combien d'animaux qui ont été adoptés? Des milliers. Puis là, il y avait tellement... Puis là, ils commandent, puis il y avait pas peut-être plus d'argent que quand toi, t'étais allé les visiter. Ben oui, c'est sûr qu'une usine à chiots, aujourd'hui, c'est plus qu'à 100$ du chiot, là. C'est 1500, 2000$. Ils n'ont même plus besoin de passer par les animaleries. Ils n'ont plus besoin de passer par des brokers. Les brokers, c'était super à la mode il y a 15 ans. C'était des acheteurs de masse. Puis eux, ils allaient revendre ça dans les animaleries à gros prix. Mais c'est que les gens voulaient des chiens pour hier. Donc, c'est sûr que les usines à chiots s'en sont... Des sous. Puis tu sais, les gens, des fois, vont les chercher en se disant « Ben, je vais en sauver un de cette place-là. » Puis comme, mais... Puis tu sais, je sais pas, la solution est difficile à trouver. Il faudrait qu'il y ait de la réglementation qui est appliquée, puis que les amendes, puis tout ça, soient plus sévères. Après ça, c'est parce que si demain matin, on dit « Il n'y en a plus, ils sont toutes fermées, puis on les enlève toutes, ben est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont chercher des animaux, vont finir par aller, mettons, dans les usines à chiots dans la province à côté, où est-ce qu'il y en a encore, aux États-Unis? Mais c'est difficile. Où on va si on veut chercher? Aujourd'hui, là... Ben, bonne question. Monsieur, madame, tout le monde qui veut avoir un chien, là, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, Léa, qui est ici présente aujourd'hui, là, j'ai attendu presque 3 ans pour un Border Terrier. Fait que c'est sûr que le problème... Parce que tu voulais une race particulière. Parce que je voulais une race particulière, mais aussi parce qu'on le dit et on le répète, puis c'est vrai, les vrais bons éleveurs vont attendre d'avoir des listes d'attente. Ils font pas des portées pour faire des portées. Tu sais, c'est pas des gens que, hey, je veux un chiot,
accoupe ta chienne, je vais avoir mon chiot demain matin. Tu sais, c'est pas comme ça. Moi, la mère de Léa, elle va avoir eu 3 portées dans sa vie. Là. Elle en a eu une autre après Léa, puis elle a été stérilisée. C'est une éleveuse en Ontario, parce que, bref, ici, il y avait juste un éleveur border terrier, mais tout ça pour dire que même si on veut un berger australien, qui est la grosse mode, bien, les vrais bons éleveurs de bergers australiens, ils ont peut-être des listes d'attente de 2 ans. Mais ça, je peux te garantir qu'il y a beaucoup de pas vrais bons éleveurs de bergers australiens quelque part, parce que j'en vois beaucoup passer, puis la plupart des clients, ils n'ont jamais entendu parler d'Uvgène. MDR. Voilà. Puis ça me frustre encore tellement. Mais tu sais, c'est sûr qu'on peut parler des refuges. Les refuges ont encore. Puis tu sais, des fois, les chiens qu'on trouve en refuge, ben, c'est des chiens qui venaient d'un éleveur ou d'une usine à chiens en bout de ligne qui finit par se ramasser là. Mais au moins, on sait que là, bon. C'est qu'à court terme, il n'y a pas beaucoup de solutions. Parce que là, en plus, la problématique, c'est que les refuges débordent. On savait qu'après la pandémie, c'est ce qui allait arriver. Ben, l'effet rebond, là. C'est ça. Donc là, les refuges débordent. Sauf qui se retrouve dans les refuges en ce moment? Bien, tout ce qu'on a appelé, nous, les chiots COVID en clinique. Donc, les chiots qui venaient de pas nécessairement des endroits recommandables, qui en plus, ils ont manqué de socialisation parce qu'ils ne voyaient pas personne. Donc, oui, il y a beaucoup de chiens qui ont développé des troubles de comportement. Moi, j'étais la première à dire aux gens, adoptez en refuge, adoptez en refuge. Sauf que c'est pas vrai qu'en refuge, c'était que des mauvais chiens. Sauf que là, malheureusement, comme les chiens COVID ont beaucoup de troubles comportementaux, ben oui, beaucoup de ces chiens-là vont se ramasser en refuge. Fait que oui, là, peut-être qu'actuellement, on va avoir plus de difficultés d'adopter un chien en refuge sans qu'il y ait un... Qui vienne avec un bagage. Un bagage, c'est ça, c'est en plein ça. Mais sinon, c'est sûr que les refuges, c'est une bonne option. Puis si les gens ne sont pas prêts à mettre leur nom sur une liste d'attente puis se renseigner auprès d'un vrai bon éleveur, ben c'est sûr que ce qu'on appelle les particuliers, là, monsieur, madame, tout le monde, qui ont une portée une fois de temps en temps, moi, je ne recommande pas ça parce que souvent, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais même dans ceux qui s'affichent comme éleveurs. Parce que tu vas sur Kijiji ou les autres, mais là, tu dis, OK, oui, c'est un... Puis tu sais, des fois, c'est des fausses informations, t'arrives là, puis finalement, ça... Puis tu sais... Ma conjointe, elle est généraliste, puis tu sais, elle dit, là, j'en vois des clients là, qui se sont vraiment dit, on va aller voir un éleveur, mais tu sais, qui connaissent pas la race, puis là, tu sais, elle leur demande, bon, tu regardé pour les hanches, tu regardé pour les yeux, puis là, ils tombent des nues, ils savent pas. Puis tu te rends compte que finalement, c'est pas pantoute un éleveur. Puis tu peux même pas voir les parents, des fois. Exact, ils connaissent pas tu peux pas les voir, les parents. Fait que soit, justement, ils viennent, tu sais, ça se peut que ce soit peut-être des usines à chiots qui finissent par dire, gars, prends une portée, vends-la, puis après ça, tu sais. Exact. Puis là, quand une race devient populaire, ben là, c'est là que, il y a plus de demandes, fait que là, ils se mettent à avoir des gens qui, tout d'un coup, sont éleveurs de Golden ou de... J'ai parlé, c'est drôle parce que ça met des vétérinaires, même spécialistes, dans une drôle de situation. Parce que j'ai parlé d'un vétérinaire spécialiste il n'y a pas si longtemps qui fait de la reproduction. Puis là, normalement, sa clientèle, ça devrait être des éleveurs. Puis, tu sais, les éleveurs, bon, c'est les éleveurs. Il y en a qui ont des personnalités particulières, tout ça. Mais c'est que des fois, une partie de sa clientèle, c'est des gens qui veulent devenir éleveurs. Tu sais, puis ça, tu sais, après ça, c'est pas pour faire... Je veux dire, ça veut dire des gens qui vont dire « OK, je veux faire venir une paillette, mettons, de sperme de Californie parce que je veux que ma chienne... puis il n'y a personne au Québec qui veut me passer son mâle parce qu'ils ont peur que je devienne sa compétition. » Puis là, ça finit par faire des petits élevages qui sont pas des élevages puis qui vendent... Puis là, il y a des races qui sortent. Là, on a du berger australien, mais il y a le bulldog français qu'on a. Puis les Shiba Inu. Moi, ces 3 races-là... les bulldogs français, là, j'aime bien tous les chiens, mais tu sais, quand c'est des chiens déjà qui commencent à être bannis dans d'autres pays parce qu'ils ont des problèmes de santé à 100% du temps, mais les bulldogs français, le Shiba Inu puis les bergers australiens, on en voit beaucoup. Les bergers australiens, c'est des chiens déjà. Tu parlais d'anxiété et tout ça un peu tout à l'heure. Aux États-Unis, je me rappelle, il faudrait que je la retrouve, cette étude-là, parce que je l'ai dit plus qu'une fois, mais à un moment donné, c'était la race numéro 1 pour les morsures envers les vétérinaires puis le personnel d'un clinique, les bergers australiens. Puis j'en ai vu aux États-Unis qui étaient des chiens qui n'étaient pas faciles, anxieux à l'extrême, tout ça. Mais donc, c'est ça. Fait que ça crée ça. Puis là, tu as des personnes qui font dire, OK, je vais aller payer pour tes services pour que tu insémines ma chienne avec ça que j'ai fait venir de Californie. Des fois, des semences à des prix en plus à 5000$ pour une dose, puis ça marche pas, la chienne tombe pas. Puis là, c'est le vétérinaire, c'est ta faute si elle tombe pas gestante. Ça crée des situations où est-ce que toi, tu fais partie de la roue à un moment donné, des fois aussi. Tu sais, quand toi, tu soignes un chien, puis là, je sais pas où est-ce qu'on est, mais tu sais, déjà, moi, j'applaudis que tu avais fait ça, puis tu avais accepté de participer, parce que c'est une situation où tu te mettais... à risque, justement, de... Ben oui, j'ai été exposée, puis un des éleveurs qu'on rencontre, je l'ai revu à un moment donné dans un magasin à grande surface. Il m'a reconnu. Ah ouais? Moi, je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Je pensais que c'était l'ex-copain d'une amie, puis tu sais, je suis comme « Ah oui, bonjour », puis il me...
il m'a un peu... T'as ramassé. Ouais. Il me disait, ouais, comme ça, moi, je suis un éleveur d'usine à chiots, puis blablabla. Puis, tu sais, j'étais avec ma mère, on faisait des courses. Puis je me suis dit, mon Dieu, vas-tu m'attendre à la sortie? Tu sais, vas-tu reconnaître mon véhicule? Parce qu'en plus, dans le documentaire, dans le reportage, on avait utilisé mon véhicule. Fait que là, j'étais comme... Tu sais, je suis pas une personne peureuse dans la vie, là. Mais là, j'ai fait comme, oh, OK, tu sais, qu'est-ce qui va m'arriver? Finalement, il ne s'est rien passé, mais il n'était pas content. Il n'était pas content, là, ça, c'est sûr. Mais tout à l'heure, tu as mentionné que tu avais pensé aller en technique policière. Est-ce que ce reportage-là avait joué un rôle dans cette peut-être décision-là, le travail d'enquête? Même pas. Moi, je pense que dans la vie... C'est parce que tu touches à tout un peu. Oui, mais je veux défendre tout le temps la veuve et l'orphelin. C'est tout le temps mon petit côté, genre, de vouloir aider, justicier, tu sais, c'est ça. Je pense que c'était un peu ça, la technique policière. Puis mon copain de l'époque était en technique policière. Puis je m'étais dit, je vais essayer. Tu sais, en tout cas, j'avais fait les examens de la GRC, tout ça, mais je touche à tout, effectivement. Mais là, il faut qu'on arrive à l'histoire, un moment donné. Là, mais avant, il y a juste, parce que je voulais parler d'une autre affaire qui nous concerne aussi toutes les deux. Molly. La vie. Moi, la vie, la curiosité, le touche à tout, tu sais, coq à l'âne. Parce qu'on parlait tantôt d'aller dans les refuges, puis il y a beaucoup de gens en médecine vétérinaire, des techniciennes, des vétérinaires qui vont vouloir faire du rescue, de maganer des multipoquets. Puis des fois, c'est des plus vieux patients aussi. Puis bon, moi, j'ai échographié Molly, qui est rendue à un âge vénérable. Plus que vénérable. Oui, tout à fait. On parle de quel âge? Elle a passé son 16 ans et demi au mois de mars. Puis c'est un chien? C'est un petit chien croisé d'environ 9 livres. Là. Qui s'entend bien avec Léa? Oui. Mais on parlait des défis, tu sais, d'avoir un patient, d'avoir un animal qui est rendu vieillissant, puis qui est des côtés un peu plus séniles, puis que des fois, t'as justement une photo récemment où tu l'avais trouvé dans le garde-robe de mon fils. Ouais, c'est ça. Je la cherchais partout. Puis je voulais, parce que, tu sais, toi, t'en vois aussi des patients, parce que le cancer, c'est une maladie qui apparaît. On dit tout le temps, alors, je n'ai pas une maladie, mais c'est un défi aussi d'avoir un animal qui est plus âgé. Oui, définitivement. Autant aussi au niveau des soins, parce que ça nécessite plus de soins. Je pense que Molly, je fais des bilans sanguins comme aux 6 mois. J'ai dû la traiter 2 fois pour une pyélonéphrite parce qu'elle a un début d'insuffisance rénale. Puis là, cette fois-là, ça a fait une infection au niveau de ses reins. En janvier dernier, je l'ai hospitalisée à la maison avec pompe intraveineuse, médication intraveineuse. Je me suis pris des journées de congé pour essayer de la sauver parce que c'était trop stressant de l'envoyer en centre d'urgence. Puis, fait que, au niveau monétaire, c'est des gros défis. Puis, au niveau aussi, justement, de ce que ça nécessite comme temps, puis adapter l'environnement, beaucoup aussi, parce que Molly a déjà déboulé les escaliers. Maintenant, il faut toujours qu'il y ait une barrière devant les escaliers. Tomber une fois en bas du balcon, Molly ne peut plus aller seule à l'extérieur. Par chance, c'est une petite chienne, donc je peux la porter dans mes bras. Mais je me dis, si j'avais eu mon Golden Retriever, qu'est-ce que j'aurais fait? Fait que c'est ça. Puis il faut vraiment adapter l'environnement quand le chien développe des troubles cognitifs, entre autres. Il y a des gens qui pourraient écouter ça et dire, pourquoi l'euthanasie? Qui réalisent pas que, oui, malgré tous ces petits tracas-là, puis des petits ou moyens, là, tracas qui arrivent, le chien, mettons, 90% du temps, une belle qualité de vie, interagit encore avec nous, mange, puis on le sait que la fin approche. Hein, je veux dire, on se dit à un moment donné, puis j'en vois de ces patients-là, des fois, je me dis, il faut que je les aide à tracer la ligne là, qu'on ne veut pas dépasser, qui est où est-ce que la qualité de vie est rendue en bas d'un certain seuil. On dit 50%, c'est arbitraire, mais on dit on va établir, mettons, 5 critères qu'on score de pas 0 à 3. Quand le score, mais si 5 fois 3, c'est 15. Quand le score est rendu en bas de 8, on est en bas de 50%. Mettons, des critères, des critères objectifs le plus possible. Mais je vois ces chiens-là, des fois, puis il y en a quand même à l'œil. Là, le chien, je sais pas, moi, il y a une volumineuse masse, il manque un œil, il boite un peu, ou il fait dur, là, il est pas beau de loin, là, la langue qui sort de ça. Puis, mais il voit plus grand-chose. Mais il a quand même, il vit sa vie. Puis, c'est sûr que... il y a des gens qui ne seraient pas prêts à mettre le temps, puis l'effort, puis continuer à donner de l'amour, puis des soins, puis mettre des sous. Mais ces chiens-là, souvent, c'est ça. C'est ça qui continue. Mais c'est pas toujours facile de... En tout cas, nous, comme soignants, là, j'ai inclus les techniciens, puis l'équipe, quand c'est ton animal, des fois, de la tracer, cette ligne-là, pour toi-même. C'est très difficile. Surtout quand c'est... Moi, c'est ça que j'en parle, parce que c'est quelque chose que je vis. Oui, non, mais c'est comme ça, clinicien. Puis j'essaie de guider les gens, mais c'est difficile, parce qu'il y a des chartes, il y a des OK, voici les choses à surveiller, puis faites un score, puis quand le score est en dessous de ça, mais des fois, c'est pas vrai. Le score est rendu à la limite, mais le chien va encore très bien, mais il y a 2-3 affaires qui sont
sont plus bas dans les scores, puis ton score total. Mais fait qu'il y a une partie qui est quand même subjective là-dedans. Mais le plus difficile, c'est quand c'est une dégradation graduelle, sur une longue période de temps. Puis là, il y a des problèmes cognitifs, il y a ci, il y a ça, qui s'installent là-dedans, mais que c'est graduel. Mais c'est le regard des autres aussi, parce que moi, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, qui voient que Molly tourne en rond, là, ils me disent, mon Dieu, elle fait donc bien je comprends. pitié. Mais oui. Tu comprends, elle fait pitié. Mais moi, quand je l'amène à l'extérieur, elle sent partout, des fois, elle part à courir, elle a encore de l'appétit, tu sais, fait que moi, je suis pas prête à l'euthanasie parce que je me dis, elle a quand même une qualité de vie. Mais c'est sûr que le regard extérieur, puis parfois, je me sens jugée. Puis là, je me dis, tu sais, est-ce que je l'ai trop étirée? Est-ce qu'à la prochaine pyélonéphrite, je traite ou on arrête ça là? Tu sais, parce que elle avance en âge, elle a moins... Quand est-ce que ça devient de l'acharnement? Oui, c'est ça. Tu sais, moi, on en a parlé ensemble. Ouais. Moi, j'ai eu une labrador qui a vécu jusqu'à 15 ans, puis les 6 derniers mois, elle était presque paralysée au complet. Puis, tu sais, rétrospectivement, je me dis, les 2-3 derniers mois, c'était peut-être plus pour nous qu'elle, tu sais, dans le sens que nous, on n'était pas prêts. Nous, on n'était pas prêts, c'est ça. Mais en fait, c'est dur de dire le moment parce que c'est un truc chronique, lent, c'est pas comme, OK, j'ai une masse plénique qui rupture, il y a un hémo-abdomen. C'est comme, OK, c'est fini, c'est terminé, on est rendu. Attention, quand tu dis ça devant un oncologue. Là. Non, mais je veux dire, si ma chienne, à 15 ans, avait fait ça dans l'état où elle était, tu comprends? Ça aurait été un point aigu sur chronique. Mais là, je faisais une demi-blague. Quand t'es dans une pente douce... C'est difficile, puis quand il y a eu des sondages qui ont été faits pour les gens qui finissent par prendre la décision, puis dans combien de pourcentage les gens regrettent de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait plus tôt, donc réalisent qu'ils ont peut-être trop attendu versus pensent qu'ils l'ont fait trop tôt, puis que le chien aurait pu, ou le chien ou le chat aurait pu, ou l'autre animal aurait pu vivre plus longtemps, versus je pense que c'était le bon moment. Puis tu sais, c'est subjectif ça aussi, même quand tu regardes rétroactivement. Mais il y avait plus souvent des gens qui regrettaient peut-être pas l'avoir fait un peu plus tôt. Donc, ils pensent qu'ils avaient peut-être trop attendu. Puis c'est pas par égoïsme, je veux qu'elle soit là pour moi, mais à un moment donné, tu dis « Ah non ». Puis oui, quand tu le regardes d'un œil distant, c'est peut-être un peu de l'égoïsme, mais quand tu le fais, c'est pas, tu dis pas, je le fais juste pour moi. Non, qu'elle souffre, la tabarnouche, c'est pas évidemment pas comme ça qu'on parle. Mais c'est difficile, c'est quelque chose que, moi, je veux dire, les plus belles relations que j'ai avec mes clients, parce que moi, je suis jamais la personne qui va dire, ben là, c'est le temps de l'euthanasie. Puis malheureusement, j'ai développé des phrases qui disent pas ces mots-là, mais qui veulent dire exactement la même chose au fil des années. Puis tu sais, je vais surtout ceux que je vois pendant un certain... Si je vois le client une fois, ben, je vais le dire des fois dès la première fois parce que cet animal-là, je vois bien que je peux pas l'aider puis que sa qualité de vie est déjà en bas du 50%. Puis je sais que je peux pas le remonter au-dessus. Mais quand ceux qu'on suit depuis longtemps, ben ils me disent, ben moi, je vais vous suivre quand vous allez me dire que c'est le temps. Je dis, OK. Puis tu sais, là, j'espère que j'aurai pas à leur dire bientôt. Mais là, le temps passe. Puis à un moment donné, on arrive un jour où je dis, ben moi, j'ai épuisé ce que je peux faire. Puis je vois que là, ben votre chien est rendu en bas. Donc, je pense que si vous me dites aujourd'hui que vous y pensez aussi, je pense pas que c'est prématuré. En voulant dire, tu sais, c'est pas, on ne va pas tomber dans le... C'est trop, on l'a fait trop tôt puis le regretter. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis c'est pas juste ça la phrase, il y en a plein d'autres, là, mais je veux dire, ça tourne autour de ça, mais c'est pas tout le temps évident d'arriver là. Puis, tu sais, c'est facile à dire quand... Tu sais, moi, j'ai le détachement aussi, il faut qu'on l'aille, là, tu sais, d'être le vétérinaire, c'est pas mon chien. Quand c'est mon chien, là, c'est la plus dure décision que j'ai eu à prendre, ou en fait, processus mental, pas décision, mais que mon chien qui avait le cancer, tu sais, puis j'étais déjà oncologue, là, puis là, je l'ai vu pas bien aller, mais de façon relativement subite, mais il y avait quand même une descente. Puis là, sur le coup, je me suis dit, ben, si je l'euthanasie juste à cause de ça, ou juste, en tout cas, à cause de ça, je suis malhonnête parce que j'euthanasie un chien que peut-être j'aurais traité. Je dis là, OK, qu'est-ce que je dirais si ça, c'était le chien d'un client? Puis c'est pas mon chien. Puis il a fallu que j'essaye. Puis là, je suis dans la salle avec elle parce que je l'avais rentré. Puis je dis, bon, je pense que là, je regarde. Là, j'écrivais des choses objectives. OK, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Je pense que je dirais au client que je peux pas aider son chien, là, puis que on est rendu là. Fait que je dis, OK, c'est ça que je dirais au client. Parce qu'il fallait que je me détache du fait que ça c'était mon chien, parce que, pas que je m'en détache puis que je ressente rien, mais que je me dise, qu'est-ce que je dirais si c'était pas mon chien? Puis c'était difficile à faire comme processus parce que tu perds tous les repères quand c'est ton animal. Tu n'es plus un bon clinicien là, avec ton animal. Fait qu'il a fallu que je fasse ça, puis ça avait été difficile, mais quand j'ai vu, j'ai dit, non, ça, je pourrais pas aider chiens, là. Puis fait que je pense pas que ça aurait été de l'acharnement si j'avais traité. Puis je m'étais fait demander par l'ordre d'écrire un texte sur l'acharnement il y a plusieurs années. Puis il est encore d'actualité dans le sens que je le ressors de temps en temps puis je le donne à certains clients. Parce que, ça définit c'est quoi l'acharnement selon des descriptions européennes, nord-américaines.
Puis il n'y a pas de bon mot en anglais pour acharnement. Souvent, on va dire, parce que des fois, les gens, acharnement thérapeutique ou acharnement diagnostique même, parce que c'est la même chose, faire des tests, quand on sait que c'est pas important ce qu'on va trouver, là, ça ne changera plus rien. Mais en anglais, ils vont dire des fois heroic measures, là, faire des mesures et des traitements héroïques. Mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Parce que ça sonne trop positif. Mais je l'avais écrit, puis pour le vétérinarius, le défunt vétérinarius, là, c'est très triste à dire, parce que ça aussi, ça a été un décès lent. Oui. Mais puis je pense que j'avais fait le travail intellectuel d'aller chercher cette information-là. Puis c'est ça, fait que je définissais bien qu'un chien, mettons, qui a un ostéosarcome, puis qu'on ampute, donc une tumeur osseuse, qu'on ampute sa patte, puis qui devient un chien à 3 pattes, puis qui va vivre en moyenne 1 an avec la chimio. Est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique? Bien, par définition, non. Parce que ce chien-là, il a 3 pattes, il va bien, il reçoit de la chimio, il est un petit peu plus mollo pendant quelques jours, il rebondit. La plupart des chiens le tolèrent bien. Mais le plus difficile pour ces clients-là, une fois que je leur explique, moi, ces choses-là, puis qu'ils décident de le faire, c'est pas pour le chien que c'est le plus difficile, c'est tout le temps pour les clients. Ouais. Puis c'est le regard des autres qui vont, se faire. C'est exactement ça. Puis je leur dis, là, si vous faites amputer votre chien puis vous le traitez en chimio, il y a des gens qui vont vous dire, mais voyons, pourquoi tu ne l'as pas amputé, puis pourquoi tu ne l'as pas euthanasié, puis tu n'es pas allé en chercher un autre. Puis je dis, ça, c'est des gens qui ne comprennent pas c'est quoi avoir un chien. Le lien. Qui ne comprennent pas c'est quoi le lien humain. Puis l'aspect monétaire, parce que, tu sais, là, les gens, ils savent que tu investisses, puis là, ils vont te dire, voyons, tu ne vas pas mettre tout cet argent-là sur un animal, ça n'a pas de sens. Ça, on vient juste, en tout cas, nous mais vous qui écoutez en ce moment, peut-être, il y a 2 épisodes, on en a parlé avec un médecin humain qui a été vétérinaire avant, puis tu sais, il explique, tu sais, il y a des gens qui vont mettre 100 000 sur un char, mais ils ne sont pas prêts à mettre 10 000 sur un chien. Pourtant, c'est un être vivant, puis oui, des fois, c'est 10 000 pour acheter 1 an, des fois, c'est pour guérir une fracture, tu sais, ça coûte cher, mais c'est ça, des frais de médecine, ça peut monter vite. Mais ça, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Quand les gens comprennent le lien humain-animal, ils sont plus capables de relativiser ces choses-là. Puis des fois, c'est triste à dire, mais c'est souvent les membres de notre entourage proche qui vont nous faire ces reproches-là, qui vont être des mauvais juges ou qui vont justement dire là, ça n'a pas de sens. T'sais. Bon, là, la famille là, qui écoute en ce moment, là, j'espère que vous allez donner un break avec son vieux chien qui tourne en rond. Là, non, parce qu'il va bien puis il court après les mouches dehors. Il ne pogne pas, il tourne en rond. Mais il n'existe pas toutes ces mouches-là, mais. mais elle n'est pas si pire, honnêtement. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est ça, elle développait des troubles cognitifs parce qu'elle ne venait plus m'accueillir à la porte. Donc là, je me suis dit, OK, elle m'entend plus. Tranquillement, pas vite, elle devenait anxieuse en voiture alors qu'elle adorait la voiture. Nous, ce qu'on a pour l'habitude d'aller... Mais toi, tu l'as depuis 16 ans? Ou tu l'as adoptée? Je l'ai adoptée, elle avait 6 mois. Okay. Puis Molly, c'est une belle histoire de sauvetage, justement. À l'époque, c'était au premier établissement où je travaillais. Il y avait beaucoup d'animalerie puis de mauvais éleveurs qui faisaient affaire avec cette clinique-là. Puis c'était une chienne qui avait été laissée à une animalerie pour être vendue. Puis eux, ils l'ont amenée pour la faire euthanasier parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de la vendre parce qu'elle était craintive. Puis quand ils essayaient de la manipuler, elle se retournait puis elle voulait mordre. En plus, elle était arrivée avec une toute chenille. Donc ça, c'est commun. Puis là, elle avait 6 mois. J'ai dit, mon Dieu, on ne peut pas euthanasier un chien de 6 mois. Là, ça n'a aucun sens. Fait que... Je l'ai ramenée à la maison dans l'espoir de la replacer, mais finalement, elle m'a jamais quitté. 16 ans que tu essaies de la replacer. Ça va être difficile. Là, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais c'est parce que je pensais que tu l'avais adopté déjà âgé, parce que je connais des gens, puis dont des vétérinaires qui adoptent des chiens, qui ont toutes des gériatriques, qui savent qu'il reste moins que 2 ans, puis qui le font en se disant, je vais lui donner une bonne fin de vie. Quand ça va être là. Tu sais, j'en ai des amis qui l'ont fait, puis des fois, je me dis, crème, je suis pas sûr que je serais capable parce que tu l'adoptes parce que tu craques pour sa facelette, qu'il manque un œil, puis que la langue pend sur le côté, mais tu vois qu'il y a quand même une bonne qualité de vie, puis finalement, tu sais qu'il reste probablement moins que 2 ans. Fait que tu finis par avoir plein de deuil. Souvent, c'est dur, c'est ça. C'est des gens qui se mettent dans cette position-là volontairement parce qu'ils ont un grand cœur puis qu'ils le font pour les bonnes raisons. Mais j'en ai vu, puis j'ai des clients qui font ça aussi. Là, leur animal meurt du cancer, ils vont en chercher un autre qui a 12 ans. Je suis comme, tabarnouche. Puis tu sais, je dis pas non, faites pas ça. Je veux dire, c'est encore là, je me dis, il est tombé dans une bonne famille pour sa fin de vie. C'est plus être admiratif de ceux qui font ça. Oui, c'est admiratif, mais en même temps, je suis comme, pourquoi? Je serais pas. Je pense qu'il faut quand même finir en parlant d'histoire. On a écoulé notre temps, mais juste prendre 2 minutes, tu as tout à fait raison. Donc, changement de carrière. Oui. Là, tu retournes aux études pour... En septembre. En enseignement? Oui, en enseignement de l'univers social au secondaire. Donc, ça va être histoire et géographie. Oui. Pour le mieux, pour le pire et le meilleur. Merci pour nos enfants parce qu'il manque cruellement d'enseignants. Pourquoi l'histoire? Parce que j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai toujours été une passionnée d'histoire. Au secondaire, quand j'avais la chance de prendre des cours optionnels, c'était souvent en histoire, en biologie. Donc,
des champs d'intérêt qui me touchaient particulièrement. Puis, je me suis dit, tant qu'elle est en enseignement, je vais choisir un domaine que j'aimerais enseigner. Donc, au départ, je pensais aller en primaire, préscolaire. Je me suis dit, les adolescents, c'est difficile quand même. Mais c'est ça, primaire, périscolaire, c'est plus des généralistes qui enseignent un peu de tout. Tandis qu'au secondaire, il faut que tu te spécialises. Donc là, voilà. Fait que je vais me ramasser prof secondaire univers social dans 4 ans. Puis, ce qui m'a amené justement, c'est le fait qu'on entend tout le temps parler justement qu'il y a une pénurie d'enseignants. Tu sais, mon fils a lui-même vécu des changements d'enseignants au cours de la même année, tout ça. On a trouvé ça difficile. Puis, tu sais, j'apprenais que quand l'enseignante était absente, des fois, c'était la dame du service de garde qui se ramassait devant le groupe. Puis encore là, mon côté, je veux sauver tout le monde. Je me suis dit, j'ai consacré toute ma vie aux animaux, à aider les animaux sans famille, essayer de faire changer les choses. Puis là, je me suis dit, je vais aller aider les enfants. Parce que s'il n'y a plus d'enseignants pour leur enseigner, on aura beau dire que les enfants sont moins bons qu'avant, qu'ils n'ont plus d'intérêt, qu'ils sont toujours devant leur tablette. Mais en même temps, ça prend des bons pédagogues aussi pour leur apprendre les choses. Fait que voilà. Fait que j'espère être éventuellement une bonne pédagogue. C'est quoi le parcours? Donc, toi, avec ce que tu as comme expérience, tout de suite, demain matin, tu veux devenir enseignante, comment c'est quoi qu'il faut... Oui, c'est vraiment, il faut que je passe... mon bac en anthropologie, ça fait trop longtemps, fait que je peux même pas avoir des reconnaissances de ce côté-là, des crédits. Fait que là, il faut vraiment que je fasse mon bac de 4 ans là, en enseignement, qui va inclure naturellement des stages là, en milieu scolaire. Mais donc, il y a un tronc commun, puis après, tu te spécialises pour l'histoire? Non, c'est vraiment, je m'en vais vraiment en enseignement de l'univers social. OK, donc, c'est strictement ça pendant les 4 années. C'est ça. Fait que là, je vais avoir des cours d'histoire, des cours de géographie, des cours de didactique, tout ça. Là. Donc, vraiment, comment enseigner. Puis les matières qu'on va enseigner, on va les apprendre naturellement. C'est Histoire Québec? Monde contemporain, Québec, beaucoup, oui, de ce que j'ai vu là, dans les cours là, qui vont se donner. Tu vas pouvoir parler des animaux là-dedans, puis... Il faut que tu suives le programme. Fait que ça va être difficile, mais des fois, il y a des bouts. Est-ce que ça parle de la disparition des calèches à Montréal en 2000? Mais tu sais, les animaux font partie de l'histoire de l'humanité aussi. Donc, j'imagine qu'éventuellement, je vais peut-être être amenée... Ou en tout cas, je vais en parler juste parce que j'ai de l'intérêt là-dedans. Mais comment les chevaux ont façonné de façon hyper les villes, puis même les chiens. Il y a un livre qui s'appelle Dogopolis, là, qui est vraiment intéressant, comment les chiens aussi ont façonné certaines villes. Oui, puis il y a l'histoire aussi d'une chienne. Mon fils avait reçu ça en cadeau, qui a sauvé Ville-Marie. Donc, je ne connaissais pas, mais... Pilote, la chienne Pilote. La chienne de Lambert Kloss. On en parlait dans un épisode avec le docteur Michel Pepin. Oui, qui a écrit son histoire sur Internet. Là. En tout cas, puis qui a sa statue devant l'église Notre-Dame à la place d'Armes à Montréal. Sa statue. En tout cas, c'est un bronze là, avec Lambert Kloss et sa chienne Pilote. Mais mais je me dis, je t'écoute, moi, parler aujourd'hui, puis je sais que tu vas être intéressante pour les étudiants. Merci. Il va en avoir quelques-uns qui vont être niaiseux, là, puis qui n'écouteront pas, mais mais je pense à toi, je pense à moi à cette époque-là, puis qui ne réalisent pas la chance qu'ils ont manqué, peut-être, mais écoute, je trouve ça beau comme geste, parce que c'est pas... Tu sais, puis tu le sais, en plus, tu le dis que ça va être un défi, là, c'est pas évident, là, parce que moi, je suis allé parler une fois à des étudiants de secondaire 3 à mon ancienne école quand j'étais rendu vétérinaire, puis j'étais allé avec le chien de mes parents, qui était un dalmatien, puis je voyais que des fois, mon chien était intellectuellement au-dessus de quelques-uns qui écoutaient pas, là, tu sais, je veux dire, juste qu'ils voyaient le chien. On salue les élèves. Non, je dis pas que c'est les étudiants de secondaire 3, c'est juste qu'ils voyaient le chien, puis entre eux, ils se parlent, le niveau, c'est aussi vite que quand nous, on a des parties d'Halloween. Oui, c'est ça. Fait que ça arrive à tous les humains. Non, puis moi, en plus, je m'en vais enseigner la matière que tu parles aux gens, justement, qui sont en sciences. Moi, l'histoire, j'aimais pas ça. Mais moi l'histoire, je trouve ça passionnant, tu sais. Mais au secondaire, je me rappelle, on avait des cours, c'était sur l'Égypte, il y avait l'histoire ancienne, il y avait tout ça, puis en secondaire 2, 3. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je pense que ça fait partie dans les... C'est une des lacunes, en tout cas, parce que quand tu commences à creuser ça, mettons, nous, en médecine vétérinaire, là, tu te rends pas compte du chemin parcouru, puis tu te rends pas compte comment... Tu sais, on en a parlé souvent ensemble, qu'à tous les 20 ans, la quantité d'informations qu'on savait il y a 20 ans qui sont plus justes aujourd'hui. Puis c'est quand tu prends du recul sur la perspective historique de comment toutes ces connaissances-là en médecine se sont accumulées, que tu as une meilleure compréhension globale. Fait que, tu sais, justement, de dire, moi, je suis en sciences, l'histoire, c'est pas pour moi. Ouais, mais les connaissances que tu as apprises pour devenir, peu importe ce que c'est, ingénieur, médecin, tout ça, ils viennent pas de nulle part. Il y a du monde avant toi qui ont étudié, ils ont fait des essais, erreurs, ils ont appliqué la méthode scientifique. C'est intéressant de voir cette perspective-là. Non, puis c'est aussi, l'histoire, c'est aussi, justement, le fondement de la médecine vétérinaire, l'ordre qui a été créé. Je m'occupais de la page Facebook de la clinique, puis une année, j'avais publié durant la journée de la femme, justement, les premières femmes qui ont obtenu un doctorat en médecine vétérinaire, la première doyenne, tout ça. Mais, ça, c'est de l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Puis
c'est important. Tu sais, je pense que c'est des informations importantes à savoir. En tout cas, peut-être que les gens ne les retiendront pas, mais je me dis au moins cette journée-là, ils l'auront lu, ils l'auront su. Puis, tu sais, parce que les femmes n'avaient pas accès à de la médecine à une certaine époque. Là. Puis là, aujourd'hui, je pense que c'est le 3/4 des classes que ce sont des femmes. Fait que, tu prêches aux convertis. Oui, c'est ça, je m'en nous, au preaching to the choir, au cœur, hein, ou au converti en français. Converti, oui. Mais écoute, moi, je te remercie infiniment. Merci d'être venu, c'était très intéressant. Puis, encore une fois, il y a tout le temps des sujets qu'on aurait pu aborder et qu'on n'a pas fait, mais je pense que tu as un parcours intéressant, puis il n'est pas fini. Puis j'espère que ça va pas bien se finir, parce que ça se finit jamais. Là. C'est ça. Parce que surtout quand on a la curiosité comme c'est l'atterrissage tout en douceur. Oui. C'est ça, exactement. Mais merci beaucoup. Merci à Léa d'être venue. Regarde-toi, elle aussi, elle considère que c'est le temps d'aller s'étirer dehors. Mais elle était sage. Oui, très sage. Je te remercie, Éric, aussi. Merci. Encore une autre belle journée. Toujours un plaisir. Oui, toujours un plaisir. Puis on va renouveler ça bientôt. Parce que là, cet épisode-là, je ne sais pas quand on a dit, tantôt on est au mois de mai là, en ce moment, mais ça va se passer à l'automne. Puis on en a d'autres qui s'en viennent. On en a plein, vous allez voir. Oui, puis on a encore des belles choses qui sont planifiées, qui sont dans le cadre. Exactement. Excellent. On remercie à Dan à la console. Qui est en mode un peu estival. Là. Il est très hawaïen. Ouais. Puis nous, on se dit à très bientôt. Et à la prochaine. Oui. On part le générique là-dessus. À bientôt tout le monde. Et bien voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Éric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui.